Les Monnerais ont parcouru 40 076 km, soit exactement le tour de la Terre, à 67 km/h de moyenne et avec 2400 litres d'essence seulement. Là, c'était le tour du monde. Donc, imaginez-vous bien, 40 000 km sur l'anneau de Montlhéry avec un 125. C'est 40 000 km avec un 125. C'est-à-dire que ça a duré 21 jours, ou 22 jours, sans arrêt. Les intempéries de mars n'ont cependant pas empêché les Monnerais de réussir dans leur tentative d'endurance. Après 24 jours et 21 heures, 16 031 tours de piste, 40 changements de bougies et 6 crevaisons, la performance se termine. Et du coup, il y avait un jeune garçon qui était là. Au bout de 15 leçons, il m'a dit qu'il n'avait plus d'argent pour pouvoir venir. Donc moi, j'ai dit, ce pauvre malheureux, quand même. Je savais pas du tout qu'il était de la famille Hermès, parce que t'imagines bien. Est-ce que je peux t'aider à sortir les motos comme ça, c'est gratuit. Ben, j'ai dit, bien sûr, mon pauvre petit. Ça m'arrivait avec des petits gabarits, des nanas derrière, vraiment très 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 minces, de 3,36 ou 3,37. D'ailleurs, avec Aude, ma femme, j'ai fait un baptême, elle m'a plus parlé pendant 15 jours. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Allez, c'est parti avec cette super équipe de la boîte à gants, champion du monde. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous préférez des invités plutôt typés Dakar, Formule 1, MotoGP, peut-être Enduro, Cross, que sais-je. Et évidemment, cette émission est aussi disponible en audio, donc en podcast. Et pensez à vous abonner sur YouTube, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément pour soutenir la chaîne. Salut Philippe. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants et merci de nous accueillir ici. On a fait un décor c'est juste ton salon classique là, hein. Bien sûr, non mais voilà, pour le ménage, c'est pas terrible, tu vois, mais surtout la poussière. Non mais en tout cas, merci de m'avoir invité dans cette émission. Bah plaisir, et puis merci de nous avoir aidé Enfin, c'est toi qui as installé les motos, parce que ça braque pas super. C'était quand même une belle tannée. Alors c'est quand même des motos légères, mais le problème c'est le braquage pour les ranger, quoi. La plus simple, et c'est celle que je vais ranger, pour les autres, vous vous démerdez. On se démerde, ça marche. Moi, je rangerai la Montquet. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, sachant évidemment, on va revenir sur toute ta vie. Philippe Monneray, j'ai commencé la moto à l'âge de 6 ans. Voilà, et on va essayer d'en parler un petit peu. Et même, il y a des anecdotes qui datent de mes 2 ans. Voilà. Donc, une vie de moto. Et justement, tu dis une vie de moto parce qu'en fait, cette passion, t'es pas allé la chercher bien loin dans le sens où ton père t'a plongé complètement dedans. C'est quoi un peu justement, parce que je trouve ça intéressant de parler un peu de ton père, donc Georges Monneray, la saga Monneray. C'est quoi un peu les premières histoires? Comment il a commencé la moto, lui, et les anecdotes que tu sais un peu de toute cette époque-là? Mon père, pour moi, c'était une chance d'être le fils de Georges Monneray. Parce que c'était quelqu'un d'incroyable, un pionnier. Il a commencé à courir en 1926 ou 27, à l'époque où il y avait les changements de vitesse au réservoir. Donc, c'est plus du tout le même sport, hein. Ça a vraiment changé, c'est l'évolution. C'est pour ça que d'ailleurs, à Rétromobile, on avait fait un stand qui balayait 100 ans de moto. C'était intéressant, c'était émouvant même pour moi. Georges Monneray, déjà c'est grâce à lui que mes frères et moi on est là. Alors après il a fallu quand même qu'on fasse des choses, parce que il dit toujours des gens un peu médiocres qui peuvent critiquer parce que les ratés ne vous rateront pas. C'est un peu ça. Mais il a fallu quand même qu'on fasse nos preuves par la suite. Mais moi, j'ai adoré la moto. Et puis, je sens quand même que je suis la continuité. C'est l'histoire. J'aime bien être dans la continuité de l'histoire. Donc, Georges Monneray, c'est le pionnier. C'est des motos mythiques, comme la mythe Keller-Escoffier, par exemple, de 1935. C'est courir en maillot de soie pour essayer d'aller chercher les Anglais. C'est tout ce qui n'existe plus du tout maintenant quand on parle de sécurité. Mais heureusement, d'ailleurs, parce que c'était beaucoup de dangers, beaucoup d'amis qui sont partis.
Et j'ai vécu aussi la même chose d'ailleurs avec mon ami Bruno Bonnehuile, où ça a été très dur pour moi d'encaisser ça. Et lui avait vécu ça à l'époque avec son ami qui s'appelait Jean Roland, avec qui il était associé et qui s'était tué. Et je me rappelle qu'il m'avait dit j'ai été chercher ses parents à la gare pour leur annoncer la mort de leur fils. Et la semaine d'après, c'était une autre philosophie à cette époque. Il gagnait avec la moto de son ami qui s'était tué pour une sorte d'hommage. Et c'était en plus son associé en termes de magasin de moto. Donc, ça a foutu le bordel dans sa vie, en plus du fait que c'était son meilleur pote, quoi. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, effectivement, c'est toujours évidemment dangereux la moto, il y a toujours une part de danger, mais à l'époque, c'était vraiment très, très, très dangereux. Et je crois même que sa famille était plutôt opposée au fait qu'il fasse de la moto et qu'il a longtemps fait de la moto sous des alias, des noms secrets. Alors c'est incroyable parce que c'est venu quand même de mon grand-père. Mon grand-père, qui n'aimait pas du tout la moto, un jour, il est rentré bourré, il lui avait ramené une Alcyonnette. C'était comme si on revenait avec une mobilette, quoi, un truc comme ça de l'époque. Et du coup, ça a donné envie à mon père de faire de la moto. Et comme mon grand-père, c'était la rigueur, la discipline, le boulot, c'était infernal, il se barrait du boulot pour aller courir avec des noms d'emprunt, comme tu viens de le dire. Alors, Ternum, c'est Monneray à l'envers. Le Moine, c'est parce que comme il n'avait pas une vie de moine, machin. Blondel, c'est la rue qui avait des putes à Paris. Et Ferrare, parce que ça faisait italien, ça faisait pilote de moto. Donc il a eu même des petits palmarès sur ces noms-là. Et puis un jour, mon grand-père l'appelle et lui dit parce qu'il y avait des motos-revues qui traînaient. Donc il lui montre, il dit tu le connais le moine là? Alors, il dit, parce que ça a l'air d'être pas mal. Hein. Mon père lui répond, moi, la moto, tu sais, moi, je fais de la moto comme ça. Il dit, et là, il lui dit, je sais pas si c'est un bon pilote, mais en tout cas, c'est un sacré con. Et là, il a compris que son père l'avait démasqué. Et du coup, il s'est appelé Monneray pour courir. Il lui avait dit à son mariage, je te promets, quand je me marie, j'arrête. Bien sûr, il n'a pas tenu cette promesse. Et après, mon grand-père, c'était le fan absolu de mon père. Il venait tout le temps à Montlhéry pour les records. Parce qu'il y a environ 1000 records qui ont été battus à Montlhéry, du monde, hein, auto-moto. Et mon père en a fait 183. Donc là, il va avoir cette année les 100 ans de Montlhéry. C'est pour te dire le nombre de records qu'il a fait, plus des raids, hein, le Tour du Monde, où on en parlera, où Jean Monneray a eu son accident, le record du 104, que j'ai eu la chance de faire à 12 ans. C'était certainement un de mes meilleurs souvenirs. Parce que, en plus, ce qui se passe quand tu parles de mon père, c'est qu'on avait une entente tacite. On savait qu'on avait 50 ans d'écart, donc il fallait qu'on profite l'un de l'autre. C'est ça, en fait. Quand tu nais, donc ton père a déjà 50 ans, il a eu 2 enfants déjà, donc tes demi-frères, voilà. Tu fais référence tout à l'heure, qui ont, on va dire, plus vécu... J'avais même une demi-sœur d'ailleurs, okay. mais bon, qui elle n'a pas fait de moto, mais en tout cas mes frères, Pierre, ça a été le premier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie reine. C'était un pilote très 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 fort. Et Jean, lui, malheureusement, au Tour du Monde à Montlhéry, s'est blessé grièvement. Il y avait des... C'est quoi cette histoire de Tour du Monde justement? Parce que mon père avait des idées pour la pub de la moto. C'était des idées infernales, quoi. On va reparler tout à l'heure du ride que j'ai fait à 2 ans, mais bon, là, c'était le Tour du Monde. Donc, imaginez-vous bien 40 000 km sur l'anneau de Montlhéry avec un 125. C'est 40 000 km avec un 125. C'est-à-dire que ça a duré 21 jours, je crois, ou 22 jours, sans arrêt. Donc, au début, ils étaient 3. Et le soir, moi, je l'ai connu quand on a fait le record du 104, et mon père balisait d'ailleurs. Il m'a bien dit, attention, fais gaffe. Hein. Le soir, il y avait un camion qui venait mettre des lampes tempête à l'intérieur de l'anneau. Donc, les lampes tempête sont à l'intérieur. Comme ça, on vise et on voit parce qu'il fait nuit noire, hein, Montlhéry, hein, la nuit, quand t'as pratiquement pas d'éclairage, surtout à cette époque. Et il pleuvait, certainement, on a la lassitude de tourner en rond comme ça. Et lui, il est rentré à 110, 120 dans le camion. Donc brûlé au 3e degré. Donc Jean, en ton demi. Jean, et
Les lampes tempête sont tombées sur lui. Il était en tenue de pluie, mais à l'époque, c'était pas des tenues machin, c'était du plastique, donc ça a fondu. C'était horrible. Colonne vertébrale, les jambes, les bras, surtout les brûlures. Et ben, ce qui est incroyable, c'est que quand on parle de ça, c'est pour ça que c'est toujours compliqué. J'aime pas les gens qui jugent le passé avec la mentalité de maintenant. Mais eux, ils n'ont pas abandonné, quoi. Il y avait son fils qui était à l'hôpital et eux ont continué. Alors, ce qu'ils ont fait, parce que la moto et la puche étaient vachement endommagées, ils ont mis des grands bacs d'essence et au fond, des pièces neuves. Donc, ils nettoyaient les pièces cassées et ils ressortaient les pièces neuves parce qu'il y avait un huissier pour pouvoir reconditionner la puche. Et ils ont fini à 2 ce tour du monde. Et même, pour te dire les mecs jusqu'où ils allaient, c'est tombé à un moment donné le week-end de la côte Lapise. Et ben lui, il a été faire la côte Lapise avec la Milchela Escoffier pendant le tour du monde. Pendant que l'autre a fait 2 heures de relais, lui, il a été faire la montée de la côte Lapise pour faire le meilleur temps et revenir pour dire que c'était quand on parle de passion, c'est même plus de la passion. C'est incroyable. Tu l'as pas vraiment connu parce que tu n'étais pas encore né, mais ton père a aussi été concessionnaire moto. Ça a été un peu c'était un peu la fin quand toi t'étais né, c'était la fin de période. Je l'ai connu, j'étais petit. De toute façon, mon père, quand il est mort, j'avais 23 ans, donc forcément, ça limite les. Mais bon, moi, ce que j'ai connu, c'est les magasins à la fin des magasins. Donc c'est vrai que c'est assez vague, mais quand même. D'ailleurs, je te raconterai une histoire par rapport à Yamaha. Justement, je vais aller revenir sur ça. Tu voulais ouais, exactement. Parce que je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Personne ne sait vraiment comment ça a démarré. Et en soi, ton père aurait pu être à l'origine de ce projet. Putain, ça aurait été bien. Hein. Ouais, hein vraiment. Regarde, bon, on en a une quand même de Yamaha, mais bon. Mais ce qui s'est passé, c'est dans les années 65, je pense, les Japonais sont venus. Et comme mon père importait AJS, Bultaco, Puch, plein de marques, j'en oublie, pratiquement que des marques qui n'existent plus d'ailleurs. Et puis la moto était complètement en bas, les magasins étaient en difficulté. C'est vrai qu'il était démoralisé en termes de commerce parce que l'assurance avait été obligatoire pour les scooters, donc ils n'en vendaient plus. Les mecs étaient passés à la voiture, donc il y avait tout un contexte où la moto c'était zéro. Tu étais tout petit, hein, tu avais 6-7 ans, quoi. Hein, j'avais 5-6 ans, ouais, voilà. Mais moi, je ne me rappelle pas du tout. Mais il y avait des potes d'avant-guerre de ces potes, dont Monsieur Veuillet, Toto Veuillet, il l'appelait, qui était l'importateur c'était Sonoto, l'importateur de Porsche. Et mon grand-père avait une usine de tubes en carton et il mettait des Porsche pour aider. C'est des mecs, c'était l'entraide de ces époques-là. Et les Japonais sont là. Il fallait acheter 43 motos, je crois, mais des motos en plus pas terribles, hein, les premières motos. Où il se dit, qu'est-ce que c'est de moto? Il dit, attends, il appelle son pote, il dit, tiens, pourquoi tu ne prendrais pas ces motos? Toi, tu as du blé, tu peux mettre un mec qui va... Et le mec, qui c'était un jeune stagiaire de 18 ans qui s'appelait Jean-Claude Olivier. Donc, ils l'ont mis dans un J7, ils lui ont dit, bah, tu fais le tour et tu vas créer... tu vas lancer Yamaha, tu vas te débranler déjà pour vendre ces 40 motos, puis ça a pris, Yamaha c'est quand même pas, et c'est pas une marque. Mais tout l'anecdote de Brigitte Bardot aussi, parce que c'est un peu les tout débuts, ça. Ah, Brigitte Bardot, ouais, ça c'est des anecdotes que m'a raconté Jean-Claude Olivier. Lui m'en a raconté, il y a 2 anecdotes, alors celle de Brigitte Bardot, c'est celle qui me fait le plus marrer, c'est que... à un moment donné, il y avait ces 125, dans le début des années 70, là, les AT2, là, tu vois, les trails, là, et super jolie moto. Et il se débrouille, je ne sais pas comment il fait, pour faire des photos avec Brigitte Bardot. Et lui, il considère qu'il lui prête, mais elle considère qu'elle ne va pas l'acheter. Donc, à un moment donné où il lui donne le bon de commande, elle lui dit, mais ça ne va pas. Il y a eu des photos partout, de toute façon. Donc, ta moto, tu me la files ou j'en veux pas. Et donc, il la laisse, bien sûr, parce qu'en plus, je te dis, le mec, il avait peut-être 22 ans, donc devant Brigitte Bardot. Et il n'osait pas dire à Veuillet qui lui avait donné, parce que Veuillet avait dit, on ne donne pas de moto, les motos, on est là pour les vendre. Il n'y a pas de... Et puis, d'un seul coup, il y a une soirée au Lido, je crois, et il y a tous les Japonais qui sont là, et qui disent à Monsieur Veuillet, devant Jean-Claude Olivier, « Oh là là, vous avez bien fait de donner cette Yamaha
à Brigitte Bardot, vous avez vu la pub que ça a fait dans le monde entier, etc. Veuillez regarder Jean-Claude, qui lui a menti et désobéi, mais il est obligé d'avouer que c'était une super bonne idée. Et là, Olivier, il dit bon, cette salopard, tu lui as filé la moto. Il dit voilà, c'est ça l'histoire avec Brigitte Bardot, parce que des mecs comme Veuillez, c'était la vieille école. Bah alors, c'est sûr que si c'est des trucs pas politiquement corrects qu'on peut raconter maintenant, mais c'était quand même plus sympa à cette époque. On pouvait imaginer ça quand même. En tout cas, on pouvait le dire. Et puis alors, l'autre anecdote, c'est encore pas du tout politiquement correct. C'est pour vous montrer comment ça fonctionnait avant. C'est que les Yamaha, c'était peut-être 5-6 mecs. Et un jour, Jean-Claude m'ont voir Veuillez, et puis lui dit y a un mec qui nous fauche des pièces. Donc, il dit convoque-moi tout le monde. Donc, il descend et il dit qui est-ce qui vole les pièces détachées, machin. Personne ne dit rien. Et donc, il dit à Jean-Claude, bon, tu me vires tout le monde. L'autre, il dit, mais vous pouvez pas faire ça. Mais tu vas voir si on peut pas faire ça, ça va bouger. Alors, l'autre, il dit, bah, vous êtes tous virés. Donc, au bout d'une demi-heure, il a recherché Oyer qui descend. Ils veulent vous voir, donc il va aller voir. Et puis, il y a un mec qui fait un pas en avant et dit, bah, c'est moi qui ai piqué. L'autre, il lui met un énorme pain dans la gueule. il dit, bon, voilà. Maintenant tout le monde au boulot, toi aussi, mais la prochaine fois je te vire. Et donc ça se réglait comme ça, il n'y avait pas de... T'imagines, tu fais ça maintenant, c'est plus du management, mais ça marchait parce que le mec il a continué à avoir son boulot, je pense qu'il s'est tenu à carreau et l'équipe était retournée normalement. Voilà, ça c'était les anecdotes que me racontait Jean-Claude, qui lui était j'ai compris aussi pourquoi quand on travaillait avec lui, il manageait de façon assez dur aussi, parce qu'il avait été élevé par des mecs comme ça. Mais moi, comme j'avais été élevé par à peu près le même mec, mon père, qui était, c'était des gens assez durs quand même c'est à l'ancienne, mais pire qu'à l'ancienne. Hein. Moi, par exemple, j'avais jamais le droit de faire de grasse matinée, ça n'existait pas. C'était une autre époque, et ces 50 ans d'écart m'ont permis déjà d'avoir peut-être une discipline aussi au départ dans ma vie un peu plus forte, mais aussi de connaître plein de choses. Quand j'étais sur Eurosport pour les Grands Prix, je parlais de Leslie Graham, par exemple, qui était le premier pilote à gagner un titre en 500, et les mecs en régie, des mecs de ton âge me disaient « Ah, tu nous fais chier avec tes vieux pilotes et tout ». Je dis « Ouais, mais il a gagné en 500, il faut bien que j'en parle ». Tu vois, donc j'avais une histoire à cause de mon père, mais c'est important. Mais t'es imbattable quand t'as un drapeau rouge pendant 1 heure parce que machin, bah, ça te permet de parler de choses, d'histoire. Donc c'est vrai que je connais plein de pilotes d'avant-guerre parce que mon père m'a raconté ça. Et puis après, il y a l'histoire du magasin, mais après il y a eu Viry-Châtillon quand... c'est le guidon Shell. On y reviendra à tout ça. Tu vois, mais justement, pour revenir un petit peu à toi, ton premier contact vraiment avec une moto, c'est tout petit, quand t'es dans une caisse à savon. Oh la vache. Oui. T'as quoi, t'as 2 ans? 2 ans. C'est quoi cette histoire? Eh ben, pour lancer le VAP spécial Monneray, d'ailleurs on en a un, il est là-bas. Donc c'est une pub? C'est pour faire une pub? Ouais, c'est pour lancer, c'est un 50. Là, il y a eu le mondial. Après, il y a eu le mondial Monneray, mais avant, il y avait eu les René Gillet spécial Monneray. Lui, il vendait à chaque fois son nom sur des motos. Là, c'était un VAP. C'était les années 60, c'était l'époque des petits 50 à boîte. Quand là, mon ami Guy Bertin, pilote de Grand Prix, lui, il rêvait sur la VAP. Olivier Chevalier, il a gagné les Jeunes Tigres avec les mondiales. Enfin, c'était l'époque des 50. Donc, pour le lancer, il avait eu l'idée de faire pour 30 nouveaux francs, parce que c'était à l'époque des nouveaux francs, on n'est plus là, 30 nouveaux francs de faire Dunkerque, Monte-Carlo à 3. Donc, tu allais en famille. Donc, mon père devant, ma mère derrière, et moi dans une remorque. Mais ça fait 1000 bornes, hein. 1000 bornes en 50, sur un 2 temps, qui fume, tu prends tout dans la gueule, je m'en rappelle pas. Je me rappelle juste de l'essai autour de ma résidence, mais je me rappelle pas du tout du raid. Ça a dû me dégoûter parce que je me rappelle pas. Et donc cette remorque, on part, il pleuvait. Et on fait 200, je sais pas combien de bornes, mais le plein du réservoir, il faut ravitailler. Et là, ils s'aperçoivent quand on s'arrête que j'ai de l'eau juste là, que la remorque, elle a été remplie par la roue arrière et que j'ai de l'eau. Donc ils me sortent
t'as quand même pas un bébé, mais 2 ans, quoi. Hein. Donc, ils me sortent. T'imagines maintenant ça serait... T'étais dans un bain, quoi. J'étais dans un bain. Sauf que c'était quand même, je crois que c'était mois de mars, donc c'était un bain froid, quoi. Et donc, ils me sèchent à la station-service, parce qu'on s'arrêtait sur les stations, etc. Et après, ils se disent, bah tiens, pour évacuer l'eau, on va percer des trous. Donc après, l'eau continue à rentrer, mais au moins, elle s'évacuait. Et voilà. Et c'était... et pour vous dire comment c'était quand même incroyable, cette époque, c'est que l'arrivée de ce Dunkerque-Monte-Carlo, on arrivait juste avant le Grand Prix de F1 et on faisait 2 tours du circuit de F1 avec le VAP et moi dans la remorque. Ça serait impensable maintenant d'arriver, faire un tour de mobilette sur un circuit de F1. Tu vois, c'est complètement une autre époque. Mais c'est des histoires qui marquent. Puis regarde, on en parle 60 ans après. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui est assez parallèlement à ça, et même presque, on va dire paradoxalement, si on a ce regard effectivement actuel, et je suis comme toi, j'aime pas trop avoir un regard neuf sur une époque qui est autre. Mais ton père t'a toujours vachement éduqué sur la sécurité. T'as toujours sensibilisé à ça. Tu m'as raconté une histoire d'ailleurs qui peut paraître choquante maintenant. C'est qu'il t'a montré le lieu d'un crash sur les Hunaudières, je crois. T'étais encore tout jeune. Ah ouais. D'un pilote qui s'était en fait tué quelques jours avant, c'est ça? Ouais, il m'a montré. Il m'a pas montré, mais j'étais avec lui et ça a beaucoup marqué. C'était parce qu'à l'époque, le circuit de Bugatti n'existait pas. C'était, il y avait en ouverture de la saison, il y avait un Grand Prix qu'a gagné Pierre d'ailleurs sur le grand circuit du Mans, parce que pendant les essais des 24 heures auto, ils organisaient une course internationale de moto avec les 5 bandes de ligne droite du Hunaudière. Mais je ne me rappelle pas comment il s'appelle ce virage. Juste avant, c'est une courbe assez rapide, très rapide, avant la ligne droite des Hunaudières, et il y avait des platanes. Et mon père était tombé, il y a eu un accrochage, et lui, il avait le bras dans le plâtre, et c'était le lendemain, et il y avait un pilote qui s'était tué. Et on a été voir l'endroit. Moi, je le suivais, hein, donc là, j'étais quand même plus vieux, j'avais 5 ans, hein, mais ça m'a marqué, et je me souviens qu'il y avait du sang sur les arbres, sur l'arbre, et ça t'impressionne, tu vois, parce que c'est dans la course moto, après j'en ai fait énormément, j'ai toujours été là-dedans, j'ai des potes, des types que j'admirais, comme Christian Ravel, comme Michel Rougerie qui était mon idole, comme Olivier Chevalier que j'ai connu tout petit et qui sont morts en course, mais c'est quelque chose qu'on met de côté. C'est pas, on n'y pense pas. Après, j'ai des petits coéquipiers aussi, hein, on en parlait tout à l'heure de Bruno Benoît, mais d'autres. Mais ça arrive aux autres ou ça arrive pas ou on l'occulte. Mais à un moment donné, quand on l'a devant soi, on reste des gens normaux, hein, donc ça remue. Et moi je l'ai connu tout petit, ça. Je l'ai connu tout petit, et je vois quand il y a des chutes, même sur mes stages où ça se passe mal, on s'habitue pas à ça. J'ai pu connaître ça, mais à chaque fois ça te marque. C'est quelque chose dont tu t'habitues pas au drame de la chute ou à la blessure grave ou à la peur que ça se passe mal pour celui qui a chuté. Mais je trouve ça intéressant que ton père t'ait sensibilisé très jeune à ça, parce que paradoxalement aussi ça t'a pas dégoûté de la compétition, parce que je crois que tu me racontais même que tes débuts, on va dire, en moto, c'est contre des adversaires presque imaginaires. Tu te crées tes petits films dans ta tête de course, c'est ça? T'as 6-7 ans, peut-être pas? Oui, alors quand j'avais 6-7 ans, j'étais pas... je pense que je faisais de la moto par mimétisme, parce que j'étais le fils de Georges Monneret. Ça me plaisait pas plus que ça. C'était pas la passion. C'est à 9 ans, vraiment, que quand j'avais ma mondiale à vitesse avec le carénage, machin, que là, je me suis dit, c'était... parce qu'au début, c'est pareil, t'apprends, tu te fais doubler tout le temps. J'avais ma monte-quai, j'ai roulé avec les jeunes tics qui avaient des mondiales, j'étais un peu petit, j'étais pas terrible, donc voilà. Après, quand j'ai commencé à pouvoir rouler avec des types de à l'époque 15-16 ans, et moi j'avais 9-10 ans, et de pouvoir les suivre ou les doubler, ça m'intéressait.
Et c'est là où je suis venu plus passionné. C'est là, à cette époque aussi, où, grâce à ton père, tu t'en rends peut-être pas compte quand t'es petit, mais tu fréquentes plein de pilotes de l'époque. Je pense à des pilotes auto aussi. Ah ouais, tu m'as raconté l'histoire à Montlhéry, où ton père t'apprenait 2-3 trucs en voiture, et il y a Jean-Pierre Beltoise qui vous rejoint. Et ouais, Jean-Pierre Beltoise, il y a eu Jean Bérat, que mon père a beaucoup aidé, qui était grand pilote de moto, et après qui est passé en la voiture, qui a même été pilote chez Ferrari, qui s'est tué en 1959, mais qui était l'idole d'ailleurs de Jean-Pierre Beltoise. Et après, il y a eu Jean-Pierre, qui l'a aussi aidé, qui a été Jean-Pierre, avant d'être pilote voiture, qui a été 11 fois champion de France de moto, qui était un pilote extrêmement rapide, qui a même été faire le Grand Prix aux États-Unis à Daytona, là, je crois que c'était en 66 ou par là, ou 64 peut-être, je ne me rappelle plus. Mais bref, c'est un pilote qui a fait beaucoup en moto, qui a eu la chance de passer en voiture au bon moment. Au début, il s'était blessé avec une René Bonnet, mais après, il est passé chez Matra et il a fait ce qu'on a. Donc, tous ces pilotes, je les connaissais. Mais attends, le plus impressionnant pour moi, c'est quand même... parce qu'il y avait cette rue, la rue Brunel, c'était dans le 17e, où j'ai ouvert ma moto-école après. C'était en face de chez Sport Auto, il y avait un petit resto, et au-dessus, c'était un peu privé. Et c'était tous les gens des sports mécaniques, dont il y avait Graham Hill qui venait, machin, et Jim Clark. Alors, les vieux de la vieille, ils restaient là, ils buvaient des coups, ils discutaient, etc. Des mecs comme Jim Clark qui avaient peut-être 30 ans, ça les gavait un peu, donc je pense. Donc mon père lui dit, t'as encore emmené mon fils au cinéma. Et on avait été voir James Bond Casino Royale. Je me rappelle avec Jim Clark, quand tu penses que Jim Clark, c'est énorme. Et avec sa Lotus, là, il y avait une Lotus jaune, je crois. On est passé avec de l'étoile, on s'est garé sur les Champs-Élysées. C'est à l'époque où tu pouvais te garer facilement, où personne t'emmerdait. On a été voir et comme c'était permanent le cinéma, on est resté encore la séance d'après pour regarder. On s'est fait engueuler quand on est rentré. Mais c'est incroyable des histoires comme ça, de côtoyer des gens qui ont tellement marqué le sport mécanique. Mais ça, c'était... il s'est tué en F1 quelques... Ouais, en F2, je crois, il s'est tué. C'est en F2 ? Ouais, je crois qu'il y a eu un problème d'amortisseur. Mais 6 mois après, il s'est tué. C'est ça, c'est ça. 6 mois après, il s'est tué. Non, je faisais référence à Jean-Pierre Beltoise par rapport à l'histoire que tu m'as racontée, où ton père devait t'apprendre un peu 2-3 petites bêtises en bagnole, ouais. et il est venu vous rejoindre. Et tu leur as fait un coup, quoi. Là, c'est pire. On avait, il y avait l'essence des jeunes tigres, il y avait les jerrycans dans le coffre. Il y avait 5-6 jerrycans de 20 litres quand même, tu vois, dans le coffre. Et c'était une Simca un peu break, là, les 1100 break. Et moi, j'avais comme un petit bottin avec un petit coussin. Et je devais avoir 7 ans, 8 ans, et il m'apprenait à redresser. C'était à Montlhéry, c'était au milieu de l'anneau, c'était pas goudronné, c'était de l'herbe. Donc, il appelle Jean-Pierre, ça y est, là, il se démerde bien, viens voir et tout. Sauf que, je sais pas ce que j'ai merdé, j'ai laissé le pied sur l'accélérateur un moment quand c'est parti en travers. Je suis parti vraiment en travers et j'ai fauché un poteau en bois. Jean-Pierre a dû dire, t'as raison, il a encore un petit peu de boulot. Mais bon, c'était l'époque aussi où c'est pour ça que j'y pense à chaque fois. Nous, on a notre école sur Montlhéry, et quand je fais les tours d'anneau, à mon âge, je pense toujours à ça. J'allais avec mon père, il y avait un gardien qui était le directeur de l'anneau, enfin qui ouvrait la barrière ou pas. Mon père lui disait, tiens, je fais un petit tour d'anneau, et moi j'étais planqué, pas sous la boîte à gants, tu vois, pas dans la boîte à gants, mais sous la boîte à gants. Et je passais en 12 comme ça, et hop, une fois je faisais des tours d'anneau en bagnole avec mon père sur les virages relevés, même si on prenait que 160, je m'en fous, mais c'était génial, quoi. C'était des souvenirs incroyables. Tu parlais Mais ça, c'est la bonne époque. Parce qu'après, il y a eu un parcours où ça s'est un petit peu... ça a changé. Mon père était vieillissant et il a fallu... Tu veux dire que tu es passé d'une espèce d'insouciance à un moment où ça a été plus... Tu reviens un peu les pieds sur terre ? Comme quand tu es enfant et que tu deviens adulte, au moment où ton père, tu vois, va moins bien, est plus vieux, et après il était malade pendant 2 ans. Donc tu sais plus trop quoi faire, t'as pas vraiment de blé, tu vois, la vie est plus compliquée, donc tu réfléchis. Et c'est là où j'ai ouvert par hasard complètement des écoles de moto.
Et du coup, j'ai recommencé à courir. J'avais commencé à 16 ans, mais j'ai recommencé à courir et j'ai toujours mené les deux de front. Et j'aurais pu être mieux en moto, vraisemblablement, si j'avais fait que ça. On est parlé avec Moineau, d'ailleurs, Hervé qui bosse avec moi. Mais ça aurait été différent et je pense que je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce système, de faire un peu pilote à l'ancienne, pas ultra pro, mais qui faisait les deux et qui m'a permis Écoute, c'est quand tu arrives, tu vois, à 65, je me dis que il y a 2-3 trucs que j'aurais pas fait pareil, mais globalement, je suis content d'avoir fait comme ça. Juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur le guidon Shell, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et puis c'est aussi, pour moi, la rencontre avec quelqu'un que tu connais très bien et que je connais un petit peu aussi. Le vendeur de sacs. Exact. Est-ce que tu peux raconter un peu cette histoire, cette période? Mais c'est pour ça que parce que un sac, ça se met dans la boîte à gants, c'est pour ça que tu l'as invité, ce mec. C'est ça. Ouais. Tu lui diras. Ouais. Non, le guidon Shell, c'était d'abord à Viry-Châtillon. Donc là, je foutais plus le bordel qu'autre chose. T'as quoi? T'as 12-13 ans? Bah, j'ai 9 ans, 8 ans, 9-10 ans. Et après, c'était sur terre battue. Alors, parce que, bien sûr, il n'y avait pas de thunes pour faire du bitume. Donc, mon père disait, sur terre battue, c'est super. Et l'idée, c'était quoi? C'était de faire piloter des jeunes... Ouais, voilà, de faire découvrir. Parce qu'à l'époque, maintenant, ça ne marcherait plus comme ça. Parce que c'était de 12 à 16 ans. Tu vois, c'était pas des très jeunes. Moi, j'avais ma petite Monte-Quai. Après, j'ai eu le mondial à 9 ans. Mais normalement, c'était de 12 à 16 ans. Donc, c'était pour initier au cycle moteur. Parce qu'il faut toujours l'aspect sécurité. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de permis AM ou de BSR. C'était le truc, l'argument de mon père, je me rappelle à chaque fois, il disait, j'ai eu cette idée quand j'étais chez un concessionnaire et que le père achète un cyclomoteur à son fils ou à sa fille et lui dit, rendez-vous à la maison. Rendez-vous à la maison sans aucune expérience, ça n'a pas freiné, c'est pas contrôlé, c'est rien faire. C'était comme ça. Hein. Donc là, c'était quand même de l'initiation. Alors, il y avait le côté, forcément, la petite patte, un peu plus compétition, mais c'était quand même la technique. Alors, après, par la suite, la technique et le comportement, ça doit aller de pair. On peut être très bon technicien, si on prend des risques comme un con, ça sert à rien d'avoir de la technique. Mais déjà, avoir de la technique, c'était déjà mieux que de ne pas avoir rien avoir du tout. Donc, c'était comme ça. Et puis moi, je roulais, je l'aidais à sortir les motos, à machin. Je faisais pas grand-chose. Sauf que quand on est arrivé à Puteaux, là, j'avais 14 ans. Et à 15 ans, il m'a dit, t'es directeur, tu te démerdes, tu fais toi tout seul. Alors, à 15 ans, je me suis retrouvé là-dedans. Le mercredi et le samedi, alors j'avais vachement d'argent de poche, mais je pouvais pas le dépenser, ce qui me donnait, je me rappelle, 30 francs. J'avais 30 francs par après-midi, donc j'étais le roi du pétrole, mais sauf que j'allais quand même au lycée, même si j'étais pas très très bon, mais j'y allais. C'était bancal. Ouais, mais je roulais en moto, je faisais des trucs, et puis je rencontrais des gens dont des jeunes mecs super, donc j'en ai revu plein tout le temps qui se souviennent de cette époque, d'autant plus que 50 ans après on est de nouveau à Puteaux pour faire une école de moto électrique, parce qu'à l'époque c'était les deux temps, la fumée, la machin, Dunkerque-Monte-Carlo, quoi, mais avec 25 motos, donc ça fumait, mais c'était sympa, hein. Quand tu connais que ça, tu fais avec ça, hein. C'est sûr que maintenant, quand tu les démarres, t'as honte. Parce qu'on t'a lavé le cerveau. Mais à l'époque, c'est sympa. C'est des deux temps, c'est quand même cool. Et du coup, il y avait un jeune garçon qui était là et qui me dit, quand je pense que quand même qu'il m'a fait le miséreux, c'est incroyable, qui s'appelait Éric de Seine. Donc, pour le situer, c'est quand même le patron de Yamaha Europe maintenant, alors qu'il était... pas vraiment dans la moto, même si son père connaissait Murit, etc. Mais lui, il était bien loin de ça. Hein. Il était là. Donc, on lui a appris à passer les vitesses, on lui machin, mais c'était vraiment un passionné. Et il est toujours. Bien sûr. Mais déjà, maintenant, c'est pas le... Mais il est déjà très, très bon en affaires. Bien meilleur que moi. Parce qu'il m'a quand même escroqué. Au bout de 15 leçons, il m'a dit qu'il n'avait plus d'argent pour pouvoir venir. Donc, moi, j'ai dit, ce pauvre malheureux, quand même. Je ne savais pas du tout qu'il était de la famille Hermès, parce que tu imagines bien. Mais il m'a dit, donc moi j'avais 15, il en avait 13, est-ce que je peux t'aider à sortir les motos, comme ça c'est gratuit. J'ai dit, bien sûr,
mon pauvre petit. Et voilà, comme ça, on est devenus potes. Et nous, quand on discute, on se dit, putain, on a fait des trucs, voilà. Et c'est un type sur qui on peut compter. Bon, c'est mon ami, déjà, parce que on aurait pu voilà, se perdre de vue. On s'est perdu de vue à un moment donné. Je l'ai revu un jour, je faisais le bol d'or et il travaillait chez Mobile. Il m'a dit, tu te souviens? Je me souviens. Et puis là, il avait changé. Le mec tu le vois à 13 ans, tu le revois à 26 ou 25, c'est différent. Et puis, notamment, regarde ce qu'il m'a fait. Là, il a acheté la dernière AJS de mon père, celle de 1963. C'est lui qui l'a récupéré. Mais il m'a appelé avant, il me dit, tu montes dessus. Je dis, tu sais... c'était un rétromobile, c'est ça? Parce que là, il peut plus faire croire qu'il a pas de blé. Donc, ouais, c'était un rétromobile. Donc, il y avait une moto de ton père qui était en vente. Ouais, qui était à vendre. Et il y avait une Jonguille aussi. Bon. Et puis, il m'appelle, il me dit, tu montes sur la moto? Je dis, c'est encore 40 000 €, un truc comme ça. C'est chiant, quoi. J'en ai des motos... Et à chaque fois que j'achète une moto, il faut que tu justifies, moi, tu vois, j'ai que des filles à la maison, donc elle préfère les sacs, justement. Et donc, j'ai dit, écoute, vas-y. Il me dit, de toute façon, tu sais très bien que je l'achète, et puis tu la prends quand tu veux. Et il a acheté cette moto. Et puis il m'a quand même dit, bon, j'ai quand même pris la Jonguille aussi en cas où on ait besoin. Ça, c'est Eric. Et il m'a dit, tu peux... Donc, je sais que... En plus, c'est mon ami qui a la moto de mon père. Lui, ça lui fait plaisir. Et je peux m'en servir quand je veux. Donc, voilà, tout est bien. C'est génial, cette générosité qu'il a et cette passion. Elle est vraiment débordante chez Eric. Lui, au moins, on ne peut pas douter de sa passion parce qu'il n'a pas besoin de ça. Lui, c'est... voilà, c'est incroyable. Et puis le bien aussi qu'il a fait à la moto, les idées qu'il a eues et l'aura qu'il a à l'international. Parce qu'il n'est pas du tout resté franco-français, bien au contraire. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire de la moto de ces 20 dernières années, oui. Oui, c'est clair. Tout à l'heure, tu faisais référence au record que tu as fait avec ton père en Peugeot 104. C'est quoi cette histoire encore farfelue sur c'est tout parce qu'il importait BSA Triumph. Quand ça s'est cassé la gueule, il a fallu qu'il retrouve un truc. Il y avait le guidon Shell à Viry-Châtillon dont il s'occupait, mais ça suffisait pas pour faire bouillir la marmite. Donc, il était rentré comme responsable de l'importation Triumph BSA. Mais Triumph BSA à l'époque, c'était pas énorme. Il vendait style 850 motos dans l'année. C'était quand même bon, mais c'était la Bonneville, le lancement de la Trident. Le lancement de la Trident, ça, faut que je t'en parle parce que c'était cette Trident qui était verte, la première Trident, qui est sortie trop tard. Ils auraient pu la sortir avant et du coup, ils se sont confrontés à la 4 cylindres Honda qui était un peu mieux parce qu'il y avait le disque, le démarreur, etc. Mais autrement, la Trident, c'était une super moto. On allait la présenter, donc à 30 bornes de chez le concessionnaire. On la descendait du camion. Moi, j'avais 10 ans. Et j'étais derrière mon père. On arrivait et il emmenait les mecs l'essayer derrière lui. Il faisait une sorte de baptême. Et tous les 5-6 mecs, je disais, papa, c'est à moi. Hop, et moi, mais le mec, il était quand même très, très sympa parce qu'il pouvait se dire, bon, ça va, tu l'as fait 3 fois. Et ben non, il recommençait. Mais je me rappelle qu'on était sur une nationale, on la descend. Et puis, c'était là une des premières fois. Et là, on était tous les deux avec des petits blousons et on a pris pratiquement 200 à 2. Et il m'a dit, putain, regarde comment elle marche. Oh, on a 200 sur la nationale et en allant chez le concessionnaire. Et ça, c'est des histoires incroyables. Tu m'avais dit sur quoi? Parce que ça m'a échappé. Tu voulais que... Sur le record en 104. Ah, le 104. Est-ce que c'est la un même vrai partage avec ton père, ça? Ah bah là, c'était énorme. T'imagines que il rentre et puis il me dit, comme c'était Peugeot qui importait Triumph BSA, et c'était son ami qui s'appelait Edmond Padovani, qui était pilote d'avant-guerre. Et qui a inventé ce petit deux temps à clapet, qui est le moteur du 103 et du 104. Donc, il venait de chez Thérault, lui. Thérault avait été racheté par Peugeot. Et à un moment donné, il apprend qu'ils vont lancer le Peugeot 104. Donc, ils se disent, pourquoi pas faire un record à Montlhéry. Et comme le 104, c'était quand même pour les jeunes,
Moi, j'avais 12 ans. Ils me disent, tiens, tu vas le faire. On va le faire tous les deux. Moi, j'étais à bloc. Tu vois, j'étais à bloc. Parce que déjà, quand on avait fait les essais, je prenais de l'angle et tout. Je me disais, arrête, tu vas te foutre par terre, tu vires sur les flancs blancs. Je me rappelle, moi, je me disais, ça passe, hein, ça y va. Mais j'étais un peu limite, certainement, parce que s'il le disait, c'est que j'y étais. Mais bon, c'était pas grave. Et donc, on fait ce record de 104. Et par rapport à l'accident dont on parlait tout à l'heure de la Puche, là, du Tour de Monde. Donc, pour Jean, c'est là où on n'avait pas fait sur l'anneau. On avait fait sur le 3-3 pour avoir 2 virages où on freinait et on accélérait pour rester un peu concentré pour pas que ce soit lancinant. Et le truc, c'était quand même Georges Bonneret, quoi. Montlhéry, machin. Et il avait dit, avec le poids, je lui mettais 25 secondes au tour. Parce qu'il faisait 80 kilos, moi j'en faisais 35. Donc, sur 25 sur la mob, c'était énorme la différence. Tu vois, je prenais 10 bandes de plus et on avait fait le braquet 15 jours avant, on avait fait un truc. Et alors, il avait dit, tout était bien organisé. Il avait dit, si jamais, au bout de 30 secondes, il y a ou d'une minute, je ne me rappelle plus, peu importe, on n'est pas rentré, envoyez le camion de secours, c'est qu'on est tombé en panne, on le cherchait et on répare. Et moi, je suis dans la caravane la nuit, putain, tranquille. Et là, j'entends la voiture qui part. Donc, ça m'a rappelé après ça dans l'endurance. Quand tu fais de l'endurance, dans les courses de 24 heures, quand t'entends chute du numéro, non, c'est pas nous. Tu vois, là, c'était un peu ça, avant l'heure. Et j'écoute. Et puis, je vois partir. Et d'un seul coup, je le vois passer. Je le vois revenir parce que je me lève. Et lui, qui connaissait Montlhéry depuis 40 ans, il avait raté le virage dans la nuit, le virage des 2 ponts, il avait continué sur le 6 km. Du coup, il avait tourné là. Donc là, il avait fait une confusion entre les deux. Il a raté le truc. Donc, t'imagines, le mec qui connaît le mieux Montlhéry, il a raté le virage, il va tout droit. Je l'ai chambré à mort. Sauf que moi, j'ai fait ma petite connerie aussi. Je suis parti la nuit, et d'un seul coup, tu vois, les lampes tempête, encore, je me retrouve, putain, les lampes tempête à gauche, sur l'anneau. Je braque tout, je balance tout. Je remonte sur l'anneau et je m'étais un peu... Tu vois, j'étais parti, je me suis un peu assoupi, tu vois. Toi, t'as 12 ans, il est 3h du mat, hop. Donc, et puis, je tape fort la roue avant, mais ça passe, mais je dis rien. Mon père monte dessus pour le relais, putain, revient, inconduisible, le truc, ça faisait ça. Il me dit, t'as fait quoi? Je dis, rien. Il dit, me prends pas pour un con, t'as fait quoi? Je dis, je suis sorti un peu, j'ai tapé le trottoir. Il me dit, oui, voilà, la roue avant. Tac, donc ils ont changé la roue avant. Et donc moi, j'ai fait ma connerie, lui, il a fait sa connerie. Voilà, ça s'est équilibré. Pour revenir un peu au début on va dire... Attends, mais c'est Bertrand Peugeot qui nous donnait le départ et qui nous faisait l'arrivée. C'est Bertrand Peugeot? Bertrand Peugeot lui-même. Ah oui, oui. Ah, mais c'était pris très au sérieux. Ah oui, c'était... il y avait un super film, il faudrait le retrouver à l'INA. C'était en parallèle avec les 24 heures du Mans Auto. Il y avait, et c'était un peu sur Marie-Claude Beaumont, je me rappelle, et ça passait à pâté dans les cinémas, et la Porsche, ou mettons en tête, et pendant ce temps-là, Montlhéry, alors que c'était à 1 semaine d'intervalle, mais ils avaient quand même monté le truc comme si c'était vachement bien fait. J'ai jamais revu ce film, mais je sais que ça passait au cinéma à l'époque. Pour revenir un peu à ton début, tes débuts vraiment en compétition, tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu as 16-17 ans, quand tu commences vraiment à vouloir gagner, tout simplement. Et ta première victoire, elle intervient quoi? Tu as 17 ans? Quelque chose comme ça? 17 ans, ouais. Est-ce que tu n'as pas cette pression du fils d'eux aussi? Parce que ton père a écrit une partie, en tout cas, de la légende de la moto. Ouais. Les gens doivent te comparer en permanence. Bah oui, mais c'était infernal. Ça m'a donné envie d'arrêter même. Parce que tu fais des trucs et puis le type te dit ah mais toi aussi tu fais de la moto, alors que tu t'es démerdé à faire des choses, tu vois, donc tu te dis je vais jamais y arriver. Et c'est pour ça que mon père, je pense, ne voulait pas que je cours. Pour ça mais c'est quand même lui qui m'a... Un jour, il est revenu du salon de la compétition, c'est à l'époque où il y avait le salon de la compétition à la Bastille, et il avait vu Thierry Tchernine, qui avait beaucoup d'estime pour mon père, et lui, et mon père, et inversement, qui était quand même un pilote incroyable, et puis un type formidable. Et il lui dit, mais c'était toujours, tu vois, à l'ancienne un peu. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu Thierry Tchernine, il veut bien te prêter une moto, donc va le voir, tu te démerdes. Tu vois, c'était un peu toujours... Je te donne une bille, mais pas trop. Quoi. Voilà. Ouais. C'était toujours comme ça. Donc, mais c'est très bien. Donc, je suis parti avec mon Peugeot 103,
je suis allé à Créteil dans son magasin, et je suis arrivé, j'étais assez timide, et c'est Thierry Tchernin, tu vois, il avait gagné le Bol d'Or, il faisait les grands prix et tout, puis j'attendais un peu comme ça, et lui, voilà, il y avait Joël Riverain qui était le mécano, un jeune mécano, c'est lui qui a été mon premier mécano que je vois toujours, et qui a travaillé sur la Finacor après, des années après. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à faire ça. Première course, j'avais une bonne moto, parce que c'était la moto, je crois, de Mortimer, qui avait fait les Grands Prix, et qui avait fait les Grands Prix l'année d'avant avec Tchernin. Donc là, c'est en 125, tu vois? Ouais, c'est en 76 et c'est en 125. Et première course, c'était un aide-non. Je sais pas combien je fais, peut-être 15. Deuxième course, je fais 3. Et troisième course, je gagne à Nogaro. Et alors là, putain, j'étais super content. Et je monte dans la tour de contrôle et j'appelle mon père et je dis « Papa, j'ai gagné ». Et là, j'étais tellement content de lui dire, toi, que j'ai gagné, que c'était un truc énorme. Surtout que j'imagine qu'il y a dû y avoir des passages, surtout au début, où tu as vraiment envie de prouver que tu es bon, où tu dois peut-être en mettre trop, tu te casses la gueule, ton père c'est dans le film, on a un petit film là où mon père est venu me voir rouler à Dinan. Je me rappelle, c'est un petit circuit où j'ai gagné après. Cornille-les-Vilaine, enfin en Bretagne. Ouais, en Bretagne. C'est un petit circuit de 125 et 50. Et là, c'est exactement ça. Comme un débile. Mon père est là, donc je veux passer en tête au premier tour. J'ai tout le truc, des joueurs. On le voit, le film, on l'a. J'arrive hors trajectoire, je mets de l'angle, je tombe, je fais même pas un tour. Je repars et je retombe au bout parce que j'ai plus de frein. Je vois le mec complètement débile. Et là, je vois mon père, il me dit, mais t'es vraiment trop con, t'es pas mon fils, c'est pas possible. Voilà, il était atterré de la connerie de trucs. Bon, j'avais 17 ans, mais quand même. Trop d'envie, quoi. Trop d'envie, trop vouloir prouver, trop con, voilà. Mais bon, ça. Et alors, tu vois, j'ai un petit bourrelet là, parce que la combinaison, c'est ouverte. Et il y a 1 an ou 2, il y a un mec qui m'a ramené cette combinaison. Et tout de suite, j'ai regardé, et il y a le trou. Et j'ai récupéré 50 ans plus tard la combinaison, je l'ai à la campagne. Tu vois alors les combinaisons Furigan, c'est toute légère, tu vois. Quand tu tombais, il n'y avait rien, quoi. Ça s'ouvrait, quoi, tu vois. Et c'est mieux que les maillots de soie de mon père, quand même. Hein. C'est vrai que, revenons sur les maillots de soie, mais à l'époque, ce que tu racontais tout à l'heure sur le fait que c'était pour l'aérodynamisme, en fait, il faut imaginer quand même, je dis ça pour les plus jeunes aussi, c'est que lorsque tu tombes avec un maillot de soie, avec tes brûlures, le maillot de soie, il rentre. Même un jeune, il peut imaginer quand on tombe avec un maillot de soie. C'est vrai. Mais maillot de soie, je veux dire, maillot de soie, c'est pas un terme que tu entends maintenant. C'est pour ça que j'explique le Ah ouais, un maillot, c'est comme si t'étais en t-shirt moulant. C'est ça. Tu vois, un truc de vélo. Un truc de vélo ou même, tu sais, les tenues que tu prends pour le ski pour avoir chaud, quoi. Mais parce que à l'époque, les cuirs étaient pas très moulants. D'abord, c'était des 2 pièces. Tu vois, c'était pas des combinaisons entières. Donc, tu avais quand même une veste. Tu n'avais pas de carénage sur les motos. Donc, pour te planquer, il fallait te planquer. C'est le plat-ventre, hein, la limande, ils appelaient ça, tu vois, le truc. Et quand tu étais contre les Anglais, qui étaient les meilleurs pilotes, et les Italiens, avec les meilleures motos, eux, ils étaient avec des motos françaises, les Keller Escoffier, les Monéguillon, les Jean-Guy, qui étaient pas mal, mais il manquait toujours un petit peu. Et lui avait trouvé ce système de se mettre en maillot de soie pour essayer mais même si tu tombes qu'à 170, ça fait... Je dire même à 100. Hein. Ça fait mal. Il m'a raconté une histoire où il était tombé justement le soir à Rome, sur une course à Rome. Et il était monté avec une fille, il avait rejoint une fille. Au moment où il a voulu se déshabiller, il était plein de mercurochrome. Elle s'est dit... Allez, non, au revoir, elle a hurlé. Il était tombé avec son maillot de soie. Donc après, tu restais un peu... il fallait cicatriser. Toi, après ce premier, on va dire, super souvenir justement de ta première victoire en 125, comment ça se passe la suite de la compétition? Je crois que tu as une petite période d'arrêt. Ouais. Et tu reprends plus tard? Après, je me fais virer du lycée à la fin de l'année. Donc mon père, sous l'impulsion de ma mère, me dit... bon. Et lui, comme je te disais, je pense qu'il savait que ça serait très compliqué. Financièrement, tu veux dire aussi? Financièrement, non, mais lui, il s'en foutait du blé. Mon père, il m'a rien laissé, donc tu vois. Mais il m'a laissé tellement plus. Mais le blé, c'était pas ça l'intéressait pas. Lui, c'était un mec qui cramait la vie. Un jour, je raconte le frère de Jean Bérat, José Bérat, et puis il me dit, tu vois la tour là qu'il y a là.
Alors j'ai dit, ouais, à la Défense, ouais, une énorme tour. Il dit, bah toi, les bouteilles de champagne que ton père a offert dans les boîtes et dans les champs, ça tiendrait même pas dans cette tour. Pour te dire. Lui, c'était un mec qui cramait. Comme c'était cette époque, tu jouais, on parlait de la vie, tu jouais tellement ta vie qu'il y avait une sorte de décompression après la course. Et les mecs, ils s'éclataient, tu vois, ils brûlaient la vie à mort. Parce qu'ils savaient que tu avais beaucoup de pilotes qui se tuaient à cette époque. On a eu cette discussion avec Giacomo Agostini, tu sais, qui est passé sur cette émission, et qui racontait justement que lui il s'était un peu sorti de ce schéma-là, tu sais, il se mettait dans sa bulle avant les courses et après, parce que à cette époque-là, effectivement, tous les pilotes réfléchissaient pas au lendemain, en fait. Ils disaient peut-être que je suis plus là après. Mais tu sais, moi, mon beau-père, ça a été Jack Finlay pendant 28 ans. Hein, il est resté avec ma mère, donc Continental Circus, face à Giacomo, etc. Mais l'époque de Giacomo, ça avait pas évolué par rapport à l'époque de mon père. Hein. Ils roulaient beaucoup en ville, sur des circuits longs, sur des circuits rapides, pas de sécurité. Moi, je me rappelle ce que mon père me disait. Hein, il se regardait avant le départ. Et souvent, il y en avait un qui manquait à l'arrivée. Hein, mais il fallait... Ils attaquaient pas non plus du début jusqu'à la fin comme ils font maintenant, parce que c'était trop dangereux. Donc, il y a un moment donné, ils faisaient d'ailleurs, il y avait beaucoup de phénomènes d'aspiration parce que les lignes droites étaient longues. Ils cédaient un peu entre pilotes qui se connaissaient pour se barrer. Et après, c'était dans les quelques derniers tours où ils forçaient. Mais ils forçaient pas. Et puis les courses, c'était pas 45 minutes, c'était 2 heures ou 2 heures et demie, souvent des courses. Donc c'était pas pareil. Tu vois, c'est pas le même sport. Et ben, attention, ça n'a rien à voir que maintenant, quand tu roules à 340 avec des motos qui font pas loin de 300 chevaux, c'est pas du tout pareil physiquement. Voilà, mais c'est l'évolution. Mais c'était bien plus dangereux, mais je pense que maintenant, c'est beaucoup plus serré quand même. Voilà. Quand on voit... À l'époque, tu avais des pilotes de 125, des pilotes de 2,5, tu avais des pilotes qui faisaient comme Michael Wood, 125, 250, 350, 500... Beaucoup de pilotes faisaient plein de catégories. Quand tu parles des 499 victoires de mon père, parce qu'ils faisaient plein de catégories. Donc, ils n'arrêtaient pas. Et en plus, c'est des mecs, sélecteur à droite, sélecteur à gauche, premier en bas, premier en haut. Et vas-y, et hop, ils se débrouillaient comme ça. C'était... voilà. C'est pas pareil. Maintenant, ils sont... c'est un peu comme dans tout. Hein. C'est des spécialistes. Maintenant, tu t'es spécialisé. Ouais. C'est des spécialistes. Mais bon, quand tu parles du pilote qu'il a le plus admiré, qui était le plus fort pour lui, à Giacomo Agostini, c'est Michael Wood, par exemple. Hein. Je pense que c'est des pilotes qui feraient la différence aussi maintenant. Voilà. Donc, pour en revenir à toi, donc tu te fais virer du lycée. Ouais. Ton père, finalement, ça l'arrange parce qu'il dit, bah, au moins, il va me lâcher avec la moto un peu et... Voilà, peut-être un peu... De toute façon, il ne pouvait pas m'aider. Là, la différence entre quand Pierre et Jean font de la moto, tout marche bien. Ils sont importateurs d'AJS, donc ils gagnent sur une AJS. Quand ils gagnent le Grand Prix en 500, ils gagnent en 350 sur une AJS et ils gagnent en 500 avec une Gilera. C'est comme si tu gagnais avec une Yamaha et dans l'autre catégorie avec une Suzuki, quoi. Tu vois, ce qui est impossible. Officiel, à chaque fois, des motos. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Là, mon père un peu, tu sais, milieu des années 70, les mecs, il sort un peu il est plus dans le move, non, complètement. Il a tu vois, il va avoir 70 ans. Bon, bref. Et donc, on n'a pas il n'y a pas d'aide on n'a pas vraiment de blé, donc c'est compliqué. J'ai que des coups à prendre, et je l'ai vu après, j'en ai pris, et je pense que voilà, ça s'est fait. Et puis après, mais moi j'ai quand même envie, quoi. Donc j'y retourne. À un moment donné, ça se passe pas très bien à un bol, et je dis j'arrête. Et il y a, je rencontre, c'est des rencontres, quoi. Rencontre quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Achalet, qui s'occupait de Turner of Fan, et qui me dit
qui vient passer son permis, justement. Il me dit, ça te dirait pas Et moi, j'ai décidé d'arrêter. Et il me dit, mais ça serait bien pour nos clients de faire... Et je lui dis, pourquoi pas le supermotard? Parce que j'avais été le premier à faire des supermotards en tant que pilote de vitesse avec Brocherie et Vassar. Et incroyable, une semaine après, je rencontre un autre qui me dit, voilà, fin accord. Et du coup, je dis, on va pas faire du supermotard, on va faire de l'endurance. C'est vachement bien. Et j'appelle des écuries et on monte cette écurie fin accord. Première course qu'on fait, on gagne. Et c'est reparti, et là, je me suis fait un prénom, et c'est parti de là, quoi. Mais donc là, c'est quelle année, ça? C'est 91, c'est bien plus tard, tu vois. Autrement, je faisais des résultats, mais j'étais quand même dans l'ombre, toujours, de mon père. Ouais, tu souffrais à ce moment-là du fils d'eux, finalement. Oui, voilà, parce que, mais en plus, vraisemblablement, parce qu'en plus, quand je gagne Le Mans, lui avait fait en 39 21 heures en tête aux 24 heures du Mans voiture, et il avait cru qu'il allait gagner, et c'était ça, une de ses grosses défaites. Il avait eu un petit problème, il finit deuxième derrière la Bugatti, mais c'est la première fois qu'un Monneray gagnait une course de 24 heures. Et en plus, une première fois pour Yamaha, il s'est privé, etc. Donc ça m'a regonflé en disant, tiens, j'ai fait un truc que les autres n'ont pas fait. Et du coup, je me suis projeté dans la continuité. Et tout en m'occupant de mon école. Donc après, tu es bien dans tes baskets. Donc tu es bien dans tes baskets, tu pilotes mieux, tu es libéré, et tout va mieux, et tout va bien dans ta vie. Et voilà. Tu vois, c'est très psychologique. Tout ça. Je pense que c'est logique. Enfin, si t'es pas bien dans ta vie, tu peux pas bien piloter, je pense. Voilà. Donc, t'as pas une petite anecdote justement par rapport à cette victoire Yamaha Finaccord? Parce que je crois qu'il y avait une histoire de pneus, et qu'à ce moment-là, t'avais pas les meilleurs pneus en tout cas. Tu sais, il y avait des pneus de qualification, et c'était les usines. Tu vois, cette Suzuki là, par exemple, c'était 2 ans avant. C'est pas tout à fait celle-là, mais on avait les Suzuki contre nous, qui, je pense qu'ils étaient peut-être est-ce qu'ils étaient en Michelin? Enfin, en tout cas, eux, ils avaient des pneus de qualif. Les Kawasaki étaient en Dunlop avec des pneus de qualif. Il y avait une Honda qui avait des pneus de qualif. Nous, on n'était pas loin en termes de performance, mais on n'avait pas de pneus de qualif. Alors tout de suite, alors c'est juste pour être bien sur la grille, parce que c'est vrai que globalement, ça sert à rien pour une course de 24 heures que tu partes 2e sur la grille ou 7e, ça change pas le Spielblick, la preuve. Mais quand même, pour te montrer, c'est quand même mieux de faire le 3e temps que le 8e temps. Et les mecs nous disent chez Michelin, non, on n'a pas de pneus de qualif. On savait très bien qu'ils mentaient, mais on va pas... Et nous, on achetait nos pneus. On achetait nos pneus. Et donc, en bon auvergnat, et j'ai pas mal d'amis auvergnats, Claude Michy, les Sarons, etc., ils nous disent, bon, voilà, c'est comme ça. Et à une demi-heure de la fin, on a les Kawasaki qui sont à 1 minute derrière. Et là, il va falloir faire un ravitaillement. Et c'est Rachel Nicotte qui va repartir. C'était lui qui était le plus vite ce jour-là et le plus en forme, parce que Bruno et moi, on était quand même bien amochés physiquement. Et il repart. Et en plus, Rachel, il avait un truc où il n'était pas mieux physiquement, mais il arrivait à aller chercher à l'intérieur de lui. Et Rachel lui mettait peut-être 3 semaines pour se remettre d'une course d'endurance, tellement il avait puisé dans son truc. C'est une volonté qu'il avait énorme. Et il allait chercher dans les trucs. Et Michelin arrive et dit, bon, pour le dernier relais, là, mettez ce pneu. Eh ben, tu me croiras ou pas, mais Rachel a roulé plus vite dans le dernier relais, sur quelques tours, avec ce pneu qu'aux qualifications. Donc, alors que, bon, tu as quand même 23h30, tu vois, même la moto, tout, quoi. Et pour te dire que quand ils veulent, ils peuvent. Donc, c'est une anecdote comme ça. Mais bon, il y en a plein d'anecdotes sur la Yamaha Finaccord. Tiens, un truc, c'est énorme, c'est que quand je choisis, je dois choisir. Il y avait ou une Honda,
Et tu avais Jacques Rocca qui était un pilote et qui faisait les Suzuki Rocca, qui était directeur technique de chez Suzuki, qui était un ami moi j'ai toujours connu, il venait avec des jouets quand j'avais 3-4 ans à la Bérengère, il arrivait et c'était un pilote super, moi j'adorais Jacques. Et il me dit, qu'est-ce que tu vas foutre avec Reflex, là, avec cette Yamaha, les Yamaha elles cassent, etc. Va plutôt avec Brancard sur une Honda. Et comme moi j'avais ce budget qu'il fallait que je trouve une moto quoi, pour pouvoir rouler. Et je dis, ouais, mais quand même la Yam, moi j'aimais bien Yamaha, j'aimais bien ce truc de Yamaha qui n'avait pas gagné. Voilà, je trouvais. Parce que c'est ça, c'est la première victoire de Yamaha au Voilà. 24 heures de Mont. Mais alors attends, c'était Beer qui sponsorisait cette écurie, parce qu'elle avait roulé cette Yamaha depuis 2 ans, il cassait parce qu'il mettait des pistons Viseco au lieu de mettre les trucs d'origine. Et ça, c'était le truc que mon père m'avait appris. D'origine, Yamaha, ils savent faire des pistons. Il n'y a pas besoin de mettre d'autres pistons, d'autres trucs, tu vois. Et donc, les pistons cassent et ce n'est pas les pistons d'origine. Donc, tu résous déjà le problème. On n'a plus jamais cassé de piston. On n'a pas cassé, mais on a gagné. Mais juste avant, pour te dire qu'on va à l'aide de nom pour que je roule la première fois sur cette Yamaha, on arrive là-bas, c'était l'hiver, et tu vois, il y a un petit truc échangeur huile eau en bas, hein, ça avait gelé, impossible de rouler. Donc, je vais aller de nom en camionnette avec Alain Narcy, je me rappelle. Et on ne peut pas rouler. Je dis, c'est quand même une équipe de bras cassés, quoi. Et là, j'appelle Jacques Rocca. Il me dit, tu vois, je t'avais dit, va avec la Honda. Et je me rappelle, il y a Yves Carlo qui est revenu me voir en me disant, mais non, mais viens avec nous. Tu vas voir, avec le budget qu'on va avoir, on va faire des trucs, machin, etc. Mais à un moment donné, j'aurais pris la Honda, on n'aurait pas gagné, quoi. Tu vois? T'as bien fait de rester sur ton premier choix. Et on a gagné avec cette Yamaha. Et c'était... Et non, parce que ce dont je me souviens, et ce qui marque encore plus quand ton pote, c'est des souvenirs que tu as à deux comme ça et que tu peux plus les partager parce qu'il est plus là. Avec Bonne Huile, on était derrière pendant un quart d'heure de la fin. C'était les nouveaux stands, ça venait juste d'être fini. Et on s'est dit, on était là, on écoutait, on était que tous les deux et on se regardait. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va pas passer? Parce qu'il pouvait monter en l'air aussi. Rachel, ça lui arrivait. Hein. Et là, il n'est pas monté, il a gagné. C'est lui, quand même, ce dernier relais qui nous a fait gagner Le Mans. Hein. C'est grâce à Rachel. Vous gagnez en 91. Et parallèlement à ça, en fait, c'est le moment où tu lances aussi l'école de pilotage. Parce que c'est même époque, c'est 92, si je dis pas de bêtises. Ah non, moi je l'avais déjà, l'école de la moto-école 81. Je pensais surtout au changement, en fait. Changement de lieu. Tu cherches un nouveau lieu, je crois, en 92. Pour aller avec grâce à Charles Pasqua, le démocrate de droite. Exactement, mais c'est un peu pour illustrer aussi le fait que, ce que tu disais tout à l'heure, tu as décidé de mener 2 carrières, entre guillemets, de front. Ouais. Tu aurais pu choisir l'une ou l'autre, finalement. Mais c'était un peu cette... Ouais, mais j'aimais bien parce que je trouve que non, c'était j'aimais bien faire comme ça. Alors c'est vrai que maintenant c'est plus possible enfin en endurance, je pense que c'est possible. Hein, les mecs ils pourraient. Hein. Mais bon. Ça donne quoi justement tu déménages l'école, en tout cas tu essaies d'en ouvrir un lieu que tu as en tête, ça bloque. Ah bah oui, non mais là t'as quoi, t'as 33 ans, quelque chose comme ça, 80, ouais, 80. Ouais, j'ai 32, même 32 là. Et donc on va, c'est l'histoire avec de Bedon, tu veux que je te raconte? Ah oui, que c'était compliqué parce que la moto, ça a quand même une mauvaise image. Quoi qu'il arrive, c'est toujours alors que si tu regardes vraiment, et c'est pour ça qu'après j'ai fait beaucoup de choses comme a fait Eric de Seine d'ailleurs, pour l'image de la moto, c'est que tu as beaucoup de gens de tous horizons qui aiment la moto et que on pense, pour ceux qui ne connaissent pas la moto, ils pensent que c'est des ringards, mais c'est pas vrai du tout, quoi. Tout le monde aime la moto et je le vois, n'importe qui aime la moto. Alors il y en a qui n'aiment pas la moto, mais c'est pas parce que t'es PDG que t'aimes pas la moto. Tout le monde aime la moto. Et c'est ça qui est génial. Donc, mauvaise image. Alors là, c'était sûr, c'était l'ONF, donc c'était un peu compliqué. Mais après, ils sont... Qui s'occupent des forêts, c'est ça? Ouais, ils s'occupent des forêts. Mais au début, le type, il connaissait rien. C'est devenu après... on s'est beaucoup apprécié et je suis allé à son pot de retraite. Mais au début, quand il nous a vu arriver, il a dit, il n'y aura jamais de moto là. Alors, en fait, tu voulais installer une école dans un lieu. Ouais, et l'ONF te bloque.
l'ONF bloque, alors que c'est quelque chose qu'on avait choisi avec sous l'impulsion de Charles Pasqua, parce que Charles Pasqua, c'était un mec, alors lui, c'est comme, donc quand je parlais de Toto Veuillet et de mon père, c'est des mecs, c'était comme ça, hein. Oui ou non. Comment tu le rencontres? Comment ça se passe? J'ai demandé un rendez-vous, et tout connement, parce que j'ai un ami qui s'appelle, qui est devenu un ami, qui s'appelle Michel Bess, qui voulait monter le PAC 92, c'est-à-dire pour le département du 92, des champions dans toutes les disciplines. Et c'est là où on s'est marré de ne pas savoir, parce que tu t'aperçois que c'est pas le même sport, mais c'est la même philosophie un peu du mec qui fait de la compétition, que ce soit Emmanuel Padal, karaté, Francis Agbo, le saut à hauteur, Thierry Ray, le judo, Denis Charvet, Moscato, le rugby, Roger Vachon, qui était là-bas, un judoka, mais complètement... mais on se marrait, Jean-Baptiste Mendy, la boxe, Boutier, la boxe, et on allait faire des petits stages de préparation qui partaient en vrille, tu te doutes bien, tout ça, mais c'était génial. Et nous, on était derrière Charles Pasqua pour développer le sport pour les jeunes. À ce moment-là, il est quoi? Il est ministre? Il est ministre de l'Intérieur, ouais. Et il est... ça m'avait pensé d'ailleurs qu'à l'inauguration, il y avait Pierre Bachelet et il y a Pasqua qui arrive pour faire l'inauguration de ce truc. Et là, il me regarde, il me dit « Putain, ça pue la droite ici !» forcément, mais au moins, moi, je m'en foutais. Pasqua, c'était un mec en or. Parce que c'était incroyable et ce qu'il a fait, parce que l'ONF veut pas, et il y a le conseiller dit voilà, monsieur Pasqua, ils veulent pas. Il dit comment ça, ils veulent pas, et c'est quoi? Alors il dit et on leur donne combien à l'ONF? Il dit on leur donne ça. Il dit dites qu'on leur donnera plus. Et là ça s'est débloqué, et on a eu le saut-terrain, donc c'était il y a plus de 30 ans, et après, du coup, pour dire que rien n'est jamais l'ONF, ils ont vu que tout ce qu'on faisait pour la moto, c'était carré, c'était avec la sécurité, le respect de l'environnement, parce qu'on a quand même une forêt qu'on entretient, etc. Voilà. Et le type, au bout d'un an, il est venu me voir, il m'a dit bravo, merci, et vous aviez raison. Et après, c'est ce type que maintenant, il n'est plus, il est à la retraite, mais qui est devenu... pas un ami, mais quelqu'un avec qui on se respectait beaucoup. Et c'est cet a priori de la moto et c'est pour ça qu'il faut faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, mais c'est ce qu'on a fait. Et du coup, moi j'aime bien que la moto soit reconnue à sa juste valeur. Pas une espèce de... Lui, il pensait que ça était des sortes de débiles qui allaient tourner en rond. Voilà. T'as vachement de préjugés au premier abord, quoi. Bien sûr, mais qui s'en vont. Et moi, je trouve aussi que les préjugés, maintenant, ils ont changé de camp. Ils sont pas mal chez les motards. Et qui ferait bien aussi d'évoluer. Parce que quand on voit les pilotes de voitures, comment ils aiment les grands prix moto, comment ils aiment, machin, et que inversement, on va juger, les types de la moto vont juger un petit peu durement les pilotes de voiture. Alors que avant, ça communiquait. Les époques dans les années 50, 40, c'était la moto le matin, la voiture l'après-midi. Et c'est la fée des voitures qui a fait en sorte que ça soit plus comme ça, parce que la moto était très spectaculaire. Et ça faisait un peu d'ombre à la bagnole. Mais voilà, c'est complémentaire, c'est la même chose. Quand tu cours en bagnole ou en moto, ça se ressemble. Bon, sauf que le tête-à-queue, il n'existe pas en moto, c'est la clavicule. Mais voilà. Hein, pour revenir un peu à la compétition, la moto qui t'a marqué par la suite, donc c'est quelques années plus tard, en 94, c'est celle-ci, la GSX-R 750. Ouais. Tu fais vice-champion du monde d'endurance avec celle-là, avec vraiment cette même moto. Voilà. C'est quoi un peu les coulisses justement de cette saison incroyable? Je retrouve Bruno Bonnehuile, mon ami et mon copilote. Puis on a un tout jeune pilote qui est avec nous, qui débute, qui s'appelle Juan Éric Gomez, qui est là. Et surtout, contre nous, dans la même écurie, il y a mes amis Christian Lavieille et Hervé Moineau. Et Jean Dargex aussi. C'est sur l'autre moto. Donc Hervé Moineau, qui travaille avec moi, qui s'occupe de l'école au Paul Ricard, donc qui est toujours là. Et Christian Lavieille, qui est mon ami, que je vois régulièrement. Que tu connais depuis très... bien avant ça, d'ailleurs. Ouais. Et voilà.
Et je peux balancer sur eux ou pas? Bien sûr. Parce que Christian Lavieille, tu sais, il est passé sur le podcast aussi. Hein. Ah ouais? Hein? Bon, mais dis donc. Mais moi, j'aurais pu balancer sur lui parce que j'ai des sacrés dossiers sur lui. Hein. Je l'ai fait au début. Hein. C'était vraiment Christian Lavieille. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est-à-dire que si j'avais balancé les trucs de Christian Lavieille, l'émission serait arrêtée. Tu vois? Ouais, t'aurais pas eu d'émission. Je pense que je serais terminé. Ah bah ouais, c'était mort. Ma carrière était... Ah ouais, ta carrière était morte. Donc, heureusement, parce que c'est un... Alors, bah eux, c'est mes potes, tu vois, mais sauf que nous, on avait fait, donc, troisième moment, on était en tête et on fait un joint de culasse, donc on fait troisième à l'agonie, on fait 2 à Spa, et on se retrouve au bol, et on est troisième. Bon, pas mal. Mais, et derrière, on a Christian et Hervé. Et puis d'un seul coup, t'as Meillan qui me dit il va falloir changer il va falloir changer l'alternateur. À 1h de l'arrivée, je dis qu'est-ce qu'on s'en fout de l'alternateur, tu vois, je veux dire, il fait pas nuit à 2h de l'après-midi, quoi. Hein, donc, surtout au Ricard. Ouais, c'est clair. Et non, mais c'est aussi un règlement, enfin, c'est un gros pipeau pour pouvoir faire passer Hervé et Christian en troisième position. Et nous, parce qu'on ne pouvait plus être champion du monde, la Kawa. Et si jamais la Kawa... dis-moi, de toute façon, la Kawa, si jamais la Kawa a un problème, tac, on rechange. Je dis d'accord, mais moi, ça me fait chier, quoi. Tu vois, donc on s'est frité un peu. Et c'est là où c'est les coulisses, parce que tu vois, ils nous ont niqué. Et on fait 4e derrière l'autre. Parce qu'il l'arrête, la moto. Et ils changent, ou ils le changent pas, je sais pas s'ils l'ont fait. C'est une excuse quoi pour arrêter la moto. Ouais. Là, je l'ai eu assez mauvaise. T'en as discuté avec Christian de cette histoire? À chaque fois, il me dit arrête, machin, là. Il botte en touche, mais il le sait. De toute façon, concrètement, ça aurait changé quelque chose sur le. T'aurais quand même, fait vice-champion. Oui, ça changeait rien. Bah, enfin, tu vois. Oui, ça fait toujours chier quand tu fais une course de finir 4e plutôt que 3, quoi. Bah voilà, oui. Tu vois, voilà. Ouais. Mais alors, à chaque fois que je leur parle de ça, aux deux, là, en plus, tu parles de ça à des amis. Donc, c'est un peu différent. Et Dominique aussi, que j'adore. Dominique Saron. Non, Dominique Meillan. Ouais. Alors, Dominique Saron, je l'adore aussi. Mais lui, il n'est pas du tout responsable de rien. Non, il est responsable de rien. À part qu'il soit auvergnat et qu'il a un rapport avec Michelin, c'est tout. Mais t'associes quoi d'autre comme souvenir à cette moto? C'est peut-être celle à laquelle tu me dis si je me trompe, mais t'es plus attaché, non? Non. Sur tes motos d'endurance? Non. Alors, tu sais, moi, je peux être attaché autant au Peugeot 104 que moi, ma montre parce que ça par contre, c'est vraiment, j'étais petit, puis c'était une moto moyenne, mais mon Peugeot 104 avec mon père, ça reste, tu vois, la moto, c'est aussi, c'est pas forcément que des performances, c'est des émotions. Et quand tu parlais tout à l'heure de garder ou pas garder les motos, t'avais pas le truc de garder les motos. Mon père, il avait pas gardé de moto, parce que quand tu vois, cette Yamaha, elle est un peu moins bien que cette Suzuki. Je veux dire en performance pure. En performance, parce qu'elle a 3 ans d'écart, elle est moins bien. Donc, bah, tu l'oublies. Tu passes à la merde, puis après, tu passes. Et tu te dis pas, tiens, quand je serai vieux, j'aimerais bien les avoir. Toi, tu dis, bah, moi, je pilote, j'ai envie d'avoir la moto la plus performante. Celle-là, bah, vous la reprenez, vous la gardez, vous en faites ce que vous voulez. Mais maintenant que c'est mon histoire, bah, quand je vois 125 Yamaha, quand je vois, tout de suite, c'est une période de ma vie. Et quand on a fait cette exposition énorme là à Rétromobile, cette BSA Rocket 3, Montlhéry, 70, je suis jeune, tout va, je chronomètre mon père, je vais attacher son casque, je regarde. Pour moi, c'est une moto incroyable. Et pour mon père, c'était une moto moderne. Mais quand tu montes dessus, c'est pas du tout moderne. Mais pour lui, c'est une moto moderne. Il me dit, ah ouais, c'est moto moderne quand même. C'est quand même facile. Machin. Et moi, quand je monte dessus, je dis, c'est incroyable, quoi. C'est pas terrible. L'embrayage, t'as vu, je t'ai fait toucher l'embrayage. Ouais, c'est une dureté. Bah oui, tout est dur. Mais qu'est-ce que c'est beau, par contre. Ouais. C'est fou, niveau design. Ouais, c'est beau. On n'a pas fait beaucoup mieux depuis, hein. C'est beau. Et voilà, donc oui, mais bien sûr que je suis attaché à cette Suzuki comme ça, mais parce que ça me rappelle des souvenirs. Mais chaque moto me rappelle de très très bons souvenirs. Ce que je voulais dire par là, c'est quel est la moto qui est associée à ton plus beau souvenir en compétition. Je veux dire vraiment souvenir humain, en fait, parce que la performance, c'est une excuse pour avoir des souvenirs humains, finalement. Mais tu sais, parfois, tu fais 3e d'une course et tu as mieux piloté quand tu as gagné. Ouais. C'est aussi des trucs où tu dis, putain, là j'étais bien.
et puis parfois t'es moins bien. C'est sûr, si tu parles à la Yamaha des 24 heures du Mans, oui, voilà, parce que c'est aussi une sorte de faire valoir, quoi. Tu dis aux mecs qui connaissent pas la moto, tiens, j'ai gagné le Mans, ah, bah, d'accord, tu vois, tu dirais, voilà, tiens, une moto que j'aime bien, c'est la Rock aussi des Grands Prix de France que j'ai fait en 94 et 95, cette 2 temps, qui permet d'avoir une anecdote là-dessus. C'est-à-dire que quand je suis rentré, je fais le Grand Prix en 94 sur la Rock, je reviens essayer la Suzuki d'usine pour faire le bol, les essais pré-bol, je fais 2 tours, et puis j'arrive dans les stands, je dis, tiens, le moteur, il marche pas. Je vais voir Dominique, je dis, putain, on a un problème, le moteur, il ne marche pas. Et là, il me dit, ah bon et puis, d'un seul coup, il me dit, mais il y a 3 semaines, tu étais sur la 500. Il me dit, c'est ça. Il me dit, attends, alors, donc la courbe du village, toi, ça passait pratiquement à fond. Donc, je reviens et je mets comme ça, le truc, elle glisse. Et là, je me dis, bah ouais, c'était ça. Tu es passé d'une moto qui faisait 180 chevaux, 135 kilos, à une moto qui faisait 160 chevaux, 165 kilos. Et tu voyais une grosse différence. 2 temps, 4 temps. Et tu avais l'impression qu'elle était en panne. Voilà. Ouais, parce que donc les GP500, pour ça aussi, c'est pour toutes les générations, c'était l'équivalent des motos GP actuelles, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Il n'y avait pas plus performant, quoi. Voilà. Et non, moi j'avais une wildcard à chaque fois pour aller faire le Grand Prix de France. Par rapport à l'histoire, par rapport à mon envie, par rapport à tout, parce que voilà. Et j'étais chercher un point en 95 et j'étais content. Et c'est celui qui était fou quand je suis arrivé, c'était Jean-Claude Olivier. Il est venu me voir, ah, putain, super. J'avais pas fait une course aussi, mais je me suis retrouvé avec Bruno Bonnehuile quand même, qui lui me disait reste derrière, parce que lui il faisait tout le championnat et il fallait que pour le transport il marque des points, c'était mieux. Moi j'allais chercher mon point, donc je voulais pas rester derrière lui, voilà. Mais ça c'était encore comme quand on s'est beaucoup croisé, après on s'est croisé beaucoup en Coupe XJR aussi avec Bruno, où c'était ou mon coéquipier ou mon adversaire, et c'est un truc incroyable de se tirer la bourre contre un pote, un ami, parce qu'il y a quand même du respect, mais tu as envie quand même de le battre, et ça te fait marrer de le battre, et ça te fait chier s'il te bat. Mais c'était... Et même à l'arrivée, coûte que coûte, t'es amis encore plus, quoi. Je sais pas, c'est un truc incroyable de ça, parce qu'il y a l'envie tu sais qu'il y a un respect, en plus, par l'amitié que tu as. Pour revenir un petit peu à ta partie compétition moto, compétiteur, comment ça se passe la suite? Parce que après le Suzuki, c'est quoi? C'est Harley? Ah non, c'était en même temps, ça c'était la Coupe Harley, parce que là, il me demandait de venir, c'est comme la Coupe Piam. Après, c'est un peu en roue libre jusqu'à mes 40 ans, tu vois, parce que j'avais pas envie d'arrêter, parce que c'est sympa de faire des courses de moto. Donc voilà. J'ai fait encore des courses avec une bonne Yamaha. Alors, j'étais revenu avec Yamaha. Et puis après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu le déclic entre... je faisais je continuais de faire des courses comme la Coupe Yamaha ou des trucs comme ça. Et il y a Eurosport qui m'a proposé de devenir consultant. Du coup, ça m'a fait basculer. Et j'ai pas regretté. C'est des tranches de vie, quoi. Tu vois, c'est sympa. T'es pilote. Alors, j'ai toujours eu mon école, mais pilote. Après, j'ai été consultant pour Eurosport pendant longtemps. Je continue d'ailleurs, parce que je fais les Superbikes maintenant. On fait plus les Grands Prix, mais c'est toujours sympa. J'ai retrouvé Rémi Tissier, justement, avec qui j'avais commencé il y a longtemps. Et puis... je sais pas, la prochaine fois, c'est peut-être comme je me suis acheté une super tondeuse, c'est peut-être ça à la campagne, la prochaine tranche de vie, c'est peut-être le jardinage. Mais là, j'ai un truc génial avec comme un char. Et je prends des chronos pour attendre le plus vite, essayer de tourner. Je crois qu'il y a des courses de tondeuse, hein, tu sais. C'est vrai? Ah ouais, il y a des mecs qui mettent des armes moteurs dedans, qui enlèvent toutes les lames et qui te font des dragsters. Des fois, je dois apprendre, ben voilà. Tu mets un petit moteur V8 dedans et puis c'est bon. Allez, j'en ai une qui est canon. Non, mais donc en fait, là, cette période-là, c'est là où tu commences à mener 3 carrières. Donc, ta carrière de chef d'entreprise, l'école de pilotage, pilote et Eurosport. Et justement, par rapport à... Non, après, pilote, j'arrête. Hein. Ouais, mais j'arrête, je continue parce que je fais toujours... c'est là où j'arrive au Paul Ricard aussi.
comme consultant moto parce que ça a été racheté par Ecclestone et je rencontre Philippe Gurgian qui s'occupe du circuit. Et on a eu Karl Gurgian d'ailleurs sur ce podcast. D'accord. Et Gérard Neveu. Et du coup, j'ouvre la moto de nouveau au Paul Ricard. On développe parce qu'ils, alors eux, les a priori pour la moto, ils les avaient. Hein. Ils avaient peur des mecs de la moto comme si c'était incroyable. Et là, qui je fais monter, qui habite à 3 bornes du Ricard, Christian Lavieille. Voilà. Du coup, et après, on fait venir Hervé Moineau, qui était devenu toiletteur canin. Donc on s'est dit, on peut pas le. Là, c'est pire que tondeuse. Tu l'as sauvé. Non, je l'ai sauvé, crac. On l'a récupéré. C'est quoi un petit peu les anecdotes justement par rapport à l'école Par de pilotage rapport au chien. Mais non, parce que je sais que dans les années 2000, tu as fait un stage aux frères Saron, donc Dominique et Christian. Avec Saron. Oui. C'est quoi cette histoire? Comment ça se passe? Et ben pour Yamaha, moi, mon école était avec Yamaha. Ben, c'est Eric de Selme qui nous fait faire ça. Donc on faisait des stages pour initier avec l'arrivée de la R1, tu vois. Donc c'était au tout début de la R1 et de la R6. Donc ils organisaient des stages Yamaha. Et alors là, c'était parce que tu avais les 2 frères qui s'entendaient pas du tout sur le truc, et moi je me trouvais au milieu. Et les 2 me prenaient à témoin. Mais là, c'était des fous rires, mais t'as pas idée. Et sur les cônes, par exemple, t'avais un cône qui est d'entrée, tu vois, tu mets des cônes pour les trajectoires. Puis t'avais Christian qui disait, mais qui est-ce qui a placé ce cône-là? Alors t'avais Dominique qui dit, mais c'est moi, pourquoi? Mais c'est pas toi. Puis là, ça parle devant les stagiaires. Tu vois, mais c'était vraiment... Non, c'était incroyable. C'était, voilà. Mais ils sont pas faits pour bosser ensemble. J'aime bien bosser... je préfère quand même bosser avec Dominique. Mais parce que Christian, lui, c'est le pilotage absolu extrême. Et lui, il comprend pas qu'un mec n'arrive pas à piloter correctement une moto. Moi, je l'ai vu. Enfin, le mec, il freine devant ton exercice de freinage. Il me regardait. Il me disait, mais t'as vu comment il freine? Mais t'as envie de lui dire, mais il est là pour apprendre quand même. Non, mais il dit, mais là, il lui dit, mais tu sais. Et là, c'était comme ça. C'est le problème du surdoué qui se rend pas compte que tout le monde n'a pas... Mais là, à son âge, quand il vient faire la Sundaray Classic, c'est la seule fois où je roule avec lui, t'as l'impression que quand il tombe sur une grappe de mecs attardés, ça le fait accélérer même. Tellement il a une vista incroyable. C'est là où tu vois que t'as des mecs qui ont notamment quand il arrive. Et l'autre fois, je lui dis, mais comment tu fais? Et il me dit, une fois que je sais où le mec va, là. Le problème, c'est que moi, je sais pas comment il sait où va le mec, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs, tu vois. Et lui, il y va, mais c'est un type incroyable. Et lui, alors, quand on parle de volonté, aussi, lui, il en a. C'est un épisode on a fait un épisode avec Christian Saron, et ce qui est impressionnant, c'est presque un philosophe de la moto, je trouve. Tu vois, dans son approche, il est vraiment étonnant. Alors lui, contrairement à moi, il vient de nulle part. Hein, et il connaissait rien à la moto au début. Hein. Lui, il vient et tout de suite, sans expérience, il arrive à faire des résultats. Alors que son frère, c'est pas pareil, Dominique. Dominique, il est aidé par Christian. C'est encore un autre. C'est incroyable. C'est pas pareil. Tu vois, c'est comme le Christian, c'est comme mon père. C'est des mecs qui viennent de nulle part. D'un seul coup, ils se mettent à la moto. Ils savent pas vraiment pourquoi, et ça marche parce qu'ils sont bons, très bons, même, je dirais. Pour être un peu plus léger, tu sais, dans ton école de pilotage. C'est pas léger quand on parle de Christian? Ah bah si, mais pour moi c'est profond parce que c'est des grands champions. Et pour être un peu plus léger, dans ton école de pilotage, j'imagine que tu as reçu certaines personnalités. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers avec l'une que l'autre? Enfin, est-ce qu'il y a des noms qui te reviennent en tête, des histoires? Oui, il y a des histoires, bien sûr. C'est parce que ça fait très longtemps que je forme des... Alors, au début, quand j'avais vendu le truc à Automoto, là, on voulait faire un peu de circuit. Mais alors, le premier qu'on fait sur circuit, c'est Jocelyn Quivrin. Tu te souviens pas de Jocelyn Quivrin? Non. Qui est un acteur qui s'est tué en voiture dans le tunnel de Saint-Cloud, qui était un mec super, mais chaud comme pas possible. Et lui, je l'avais connu par Philippe Laville, qui m'avait dit ce mec voudra te rencontrer, il adore la moto. Et c'était devenu un peu la coqueluche du cinéma français. Et je l'avais fait juste avant
Il était avec Alice Taglioni à l'époque. Et je l'avais fait juste avant qu'il commence à être connu, quoi. Et on était parti au Castellet. Et le mec, il y avait une bridée. C'était à l'époque où il y avait les bridées. Il y avait une mille bridée, une mille pas bridée. Et vu qu'il roulait pas très bien, je l'avais mis sur une bridée, tu vois. Parce qu'il mettait du gaz plein angle, il ne relevait pas. Là, et là, il m'a pleuré la débridée. Et il a fait 3 virages, il est monté clavicule. Donc, premier tournage de TF1, je me dis, putain, j'arrive avec il y avait 3/4 du sujet. On l'a quand même sorti, mais 3/4 du sujet, je me dis, bah, le truc, voilà, ma rubrique, elle est mornée, quoi. On va faire un truc. Et après, bah, ça a quand même continué. Bon, mais on a évité de les mettre trop sur circuit, pour certains. Parce qu'on a mis d'autres sur circuit, comme Thomas Sisley, comme Mathieu Kassovitz, voilà, des gens comme ça, plus expérimentés. Mais les autres, c'était aussi sympa d'avoir le côté balade. Et là, on a fait bah oui, alors les tournages avec Franck Dubosc. Franck Dubosc, moi, je l'ai connu, Franck, parce qu'il était pote avec Alain Brochery qui faisait les super motards. Tu vois, et il aidait. Et ce mec-là, il était assez rigolo. Et après les courses, moi, je courais. Et puis, comme il était sympa, on disait, bah, ce soir, on se retrouve. Et on est sortis pendant pas mal d'années, tous les deux, le soir, comme ça. Et on faisait mais c'est un peu comme dans ces sketchs, quoi. C'était les ringards qui allaient draguer les nanas, quoi. C'était mon pote de virée. Et puis, on s'est perdu de vue. Puis un jour, à la radio, j'entends Franck Dubosc, ses sketchs, etc. Et je me dis, putain, c'est lui, je l'ai rappelé. Et puis, je l'ai invité dans les automotos. Et il est venu, il n'aime pas plus la moto que ça, mais il est venu pour me faire plaisir, parce que c'est mon pote, un souvenir de tout ce qu'on avait fait. Et lui, il te fait un sujet, c'est un vrai talent de comique, tu vois. Donc, quand tu vois les sujets que je faisais, quand je parlais beaucoup, c'est que le mec était mauvais. Ouais, si t'as besoin de parler, c'est que le gars est mauvais. Est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Tu me parlais tout à l'heure d'Eurosport. Eurosport, pour resituer aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas forcément une chaîne qui déploie énormément de moyens financiers sur la couverture de la moto. Est-ce que tu as usé de petits stratagèmes pour justement proposer la meilleure qualité Ah bah là, l'expression bite et son couteau, c'était ça, hein. Avec Rémi Tissier au début, Eurosport, c'était voilà, on y allait tous les deux. Alors c'était génial parce qu'on avait, on faisait ce qu'on voulait. Après, on avait réussi à avoir une émission qui s'appelait Motocritique, qui était géniale. On a ramené le lundi, on ramenait des pilotes, voilà, ça c'était extra. Et puis sur le truc, bien sûr, on n'avait pas, quand on voit les moyens qu'il y a, et même qu'il y avait à la fin sur Eurosport ou qu'il y a maintenant sur Canal, ça n'a rien à voir. On n'avait pas de caméra, on avait juste un micro HF, et encore qu'on partageait avec les Allemands et les Anglais. Et les Anglais, c'était Mamola qui l'avait sur la 500. Nous, on l'avait sur la 125. Mais comme nos mecs étaient pas mal en 250, souvent, je les piquais aux Allemands. Le truc, je leur disais, bon, allez, presque. Bon. Et on n'a bien sûr pas de caméra. Alors, ce qu'on avait fait la première saison, on avait France 2 en face de nous, ça a vite dégénéré, c'est qu'on se mettait sur le signal international. Comment tu fais ça concrètement? Eh ben, t'as la caméra, tu vois, t'as une caméra qui filme, c'est la prod de la Dorna qui filme. Donc la Dorna qui organise. Qui organise, c'est la prod de la Dorna, et chaque télé a, s'ils veulent, en payant, une caméra unique pour elle. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec. Sauf que nous, comme on n'avait pas, on se mettait sur le signal international. Et donc, Rémi me guidait et me disait, tiens, alors nous sommes avec Alex Barros. Hop, je fonçais vers Alex Barros et je posais une question à Alex Barros. Mais quand tu poses la question, tu niques toutes les autres télés parce que tu t'apparais sur toutes les télés des autres, tu vois. Et donc, France 2 avait râlé. Sauf que la combine, c'était Roger Zabel qui m'avait dit de le faire. C'était mon patron de l'époque. Donc lui, quand il s'est fait, forcément la Dorna a gueulé par rapport à France 2 qui avait payé des droits du coup. Voilà, et lui, elle a dit, bah oui, je vais leur dire, bien sûr, c'est scandaleux, mais sauf que c'était pas du tout scandaleux, parce que c'était lui qui nous avait donné la combine, donc c'était un peu ça, mais on a dû s'arrêter, ça s'est vite vu, quoi. Voilà.
Non, mais j'ai l'impression que c'était une époque où ça rigolait bien aussi. Enfin, il y avait ce côté démerde et en même temps, c'était des petites boutades. Quand... Ah alors après, tu vois, ça fait un peu vieux con, mais t'as vu qu'à la télé, tu peux plus rien dire. Nous, il y avait pas de... On disait ce qu'on voulait, quoi. Tu vois, on vous disait ce qu'on voulait. Là, je pense que si on travaillait comme il y a 20 ans, maintenant, on se ferait virer en 3 minutes. Voilà. Donc, mais du coup, ça perd sa saveur parce que t'as aucune personnalité. Tu peux plus dire ce que tu penses. Donc, c'est quand même un peu dommage de ne pas pouvoir dire. C'est-à-dire que les minorités t'imposent des trucs et te font fermer ta gueule. Et ça, pour moi, j'espère que ça va changer parce que c'est plus possible. C'est quoi les souvenirs un peu que tu as aussi sur Motocritique dont tu parlais? Vous avez fait des belles sorties ou... Oh putain, alors là, le meilleur souvenir qu'on a, c'était... enfin, je sais pas si c'est le meilleur souvenir pour Rémi, non, je pense pas, parce que lui, c'est lui qui réglait tous les problèmes après. Parce que lui, il travaillait, moi j'étais consultant. Donc moi j'arrivais, je foutais le bordel et après lui réglait les problèmes. Et il y avait un type de chez Elf, je vais pas dire son nom parce qu'il serait capable de encore donner. Mais bon, il va se reconnaître, qui était quand même assez imbu de sa personne. Et à chaque fois qu'on le croisait, il disait oui, il était là quand même pour représenter la marque. Et oui, alors vous êtes tout. Moi je suis en première, ouais, je voyage, machin. Bon, on s'en foutait, on lui demandait rien. Et un jour, je vais chercher un truc, je me cours de camion, je vais chercher un parapluie, parce qu'il pleuvait ou quelque chose, je ne me rappelle plus. Et il était en train de dormir dans le camion. Et comme un con, je raconte ça à Rémi, qui me dit « Dormais dans le camion pendant la course, machin, etc. » Il faut qu'on le dise, c'est incroyable. Et donc, on se note un papier pour le dire à Motocritique. On fait le Motocritique, on oublie. On se dit « Le prochain truc, bing, on le raconte. » Et là, invité ce jour-là de Motocritique, Jean-Pierre Castaldi, en plus pour enfoncer le clou. Et d'un seul coup, ça lance, et puis Rémi me dit ouais, alors c'est comme le mec de chez Elf, quand même, qui dort pendant les Grands Prix. Et hop, il me lance la patate. Je dis oui, voilà, le responsable de la compétition pendant les Grands Prix, je l'ai chopé en train de dormir dans le camion. Et alors je dis à Jean-Pierre, tu dormirais par 130 décibels? Alors il me dit, moi je dors partout. Je dis, alors tu peux travailler chez Elf. Alors là, on a fait ça. Bon, la vanne, elle est sortie comme ça, sauf que le mec, le lendemain, il m'appelle et puis il me dit, ce type m'appelle, il paraît que c'est comme dans le film avec Jean Lefebvre, mon honneur aurait-il eu à en souffrir, quoi, c'était ça. Il paraît que vous m'avez mis en cause. J'ai dit, non, j'ai juste raconté que la vérité, c'est que tu dormais pendant les Grands Prix. C'était pas pendant les 500, c'était pendant les 250. Et puis j'ai dit, on fera un démenti. Je me suis trompé, voilà, on fera un démenti. On dira que tu dors pendant les 2,5. Tu vois, bon, c'est pas grave. Et puis j'envoie chier. Sauf que il y a la pub d'Elf, la pub machin, et lui, il a jamais lâché le morceau. Il voulait nous faire virer, il voulait supprimer les pubs. Et... Bon, après, tout ça s'est arrangé grâce à Roger. Ah non, c'était plus Roger Zabel, là, c'était Patrick Godet. Aussi, heureusement qu'on avait des patrons fort sympathiques et qui avaient du courage. Et Rémi, toujours qui essuyait les plâtres et qui s'arrangeait. C'était lui qui avait foutu aussi la merde en me lançant le truc. Hein. Donc il est 50-50, il est aussi responsable. Mais comme quoi, il faut toujours que tu fasses attention à ce que tu dis parce que ça peut vexer les gens. Mais lui, bon, on l'avait un peu dans le collimateur. Est-ce que c'était bien de le faire? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça me permet de raconter cette anecdote, tu vois. Ce qui est déjà très drôle. Voilà. Tu as fait aussi beaucoup d'essais, notamment sur Automoto. Et moi, je me souviens de ça parce que j'étais petit, mais je me souviens quand même. C'est quand... Enfin, j'étais petit, pas tant que ça. Mais c'est quand on 1m92. Tu faisais combien à cette époque? Ouais, je pense que je faisais la même taille. C'est quand tu as essayé, tu sais, la H2R et que tu as pris cette fameuse vitesse de fou. Ah ouais. Alors, j'ai plus la vitesse en tête, mais je crois que c'est plus 350. Ouais, 357. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est quoi l'idée derrière ça? Tu t'es dit, je la mets bloc compteur, quoi. On savait pas, même Kawasaki savait pas exactement, en tout cas les gens de la France, ils savaient pas. Et pareil, donc tu as le type d'automoto, le responsable d'automoto qui me dit la moto, toute seule, j'ai dit, tu sais, ça va être une moto incroyable, elle fait 326 chevaux, ça va quand même être cool. Non, mais bon, on va mettre une Audi avec parce que ça va enrichir. Moi, je trouvais ça naze, mais du coup,
c'était tellement ridicule que... Et il y a le Fistenbeck qui est venu avec cette Audi. Donc Adrien Tambay. Ouais, Adrien. Mmh. Mais je me rappelle plus le type de cette Audi. Mais bon, bref, il y avait... tu peux pas lutter contre toi. Et c'était énorme. L'autre, c'était une voiture... bon. Et donc, je lui dis, bah, écoute, je joue le truc et je lui dis, bah, mets-toi à 300 mètres devant. Et ça le fait parce que je démarre et je le double. Tu vois, la bagnole, elle devait plafonner à 2,70 et toi, tu étais à 300, presque 360. Donc, tu vois la différence. Mais ça le fait, du coup. Et après, je fais un truc tout seul pour faire le record de la ligne droite du Mistral. Parce que, bon, il fallait quand même bien sortir du virage pour se lancer. Et puis après, il y a quand même le freinage de Signe. Et on ne savait pas du tout ce qu'on allait découvrir. Hein. Et puis, un tournage, c'est pas tout le temps. Hein. Il faut, tu sais ce que c'est. Il faut aller vite, il faut mettre les caméras, il faut attendre, pour machin. Donc, il fallait quand même être sur le coup. Mais c'était plus vite que les voitures d'endurance qui venaient régulièrement rouler pour préparer le Mans. Et la ligne droite, donc ils viennent faire eux ils étaient à 3,40 et nous on avait fait plus de 3,50. Comment tu te sens à cette vitesse-là? Est-ce que c'est c'est plus impressionnant ou il y a une telle stabilité que finalement tu te sens pas spécialement... Ouais. Je me rends pas compte, je suis jamais allé à ces vitesses-là. Tu connais la vieille 1100 Katana, non Ouais. Tu vois cette Katana ouais. Et donc je l'ai prise, j'en ai une en collection parce que j'ai couru là-dessus et ça doit prendre 230. Et je l'ai pris, et à l'époque, c'était de merde pas possible, ça tenait pas la route, tu vois. Le moteur était super, mais en tenue de route, de toute façon, toutes les japonaises, fallait mettre des cales, c'était dans les début des années 80, c'était moyen. Et donc, je prends cette moto, je me souviens plus vraiment que ça tenait si mal la route que ça, je pars, puis ça commence à bouger, je rentre dans les stands, je dis, allez, très bien en exposition, ou mais j'ai pris 2,30. Et tu prends la H2R, tu prends 3,60, 3,50, tu peux lâcher presque une main derrière, tu te planques bien, tu te planques, la moto, elle est super stable, quoi. C'est des motos saines, c'est des motos avec de l'aéro quand même qui appuie, qui la stabilise. Voilà, c'est n'importe qui le fait, qui met à fond, fait la même vitesse. Après, il faut freiner, quoi, c'est tout. Mais faut juste savoir freiner au bout. Ouais, donc ça t'a pas marqué plus que ça la vitesse, c'est plus le... Oh, ben c'est sympa, si, quand même, parce que alors là, c'est tout mon histoire. C'est quand tu parles, tu vois mon père qui te parle de vitesse, oui, quand un pilote dépasse 200 km/h, machin, etc. Puis tu te dis, putain, 200 km/h, t'es arrêté, quoi, tu passes la 2. Tu vois, mais c'est d'accord, mais notre époque, quoi. 200 km/h avec la 1000 qui est escoffier, qui n'a pas de suspension arrière, qui guidonne, etc. Et quand tu es en maillot de soie, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est un peu mythique. Où tu te dis, bah voilà, c'est sympa. Puis cette Kawa qui fait un bruit terrible. Et après, je l'avais mis en 2 places pendant des années. Je faisais des baptêmes. Et ça m'arrivait avec des petits gabarits, des nanas derrière, vraiment très, très, très minces, de prendre 3,36 ou 3,37. D'ailleurs, avec Aude, ma femme, j'ai fait un baptême, elle ne m'a plus parlé pendant 15 jours, parce qu'elle avait mal au cervical. Parce que là, ça pousse, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça va vite. Bien sûr. 330 en baptême, quand tu es derrière, ça va vite. Ce que je trouve dingue, c'est que tu es un puits d'histoire, parce que tu peux en avoir encore... Là, je suis sûr qu'on pourrait discuter encore pendant des heures et des heures. Et c'est ce que j'ai... Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je l'ai ressenti aussi à travers l'expo qu'il y avait donc à Rétromille que t'avais mise en place là pour la saga. Pourquoi c'est déjà fini? Non, c'est pas déjà fini, puisqu'on pourrait on pourrait faire pendant des heures. Mais ouais, je trouve ça dingue en fait que t'arrives... C'est un peu normal parce que c'est 100 ans de moto. Donc si t'as pas d'histoire en 100 ans de moto, t'as bien des mecs, ils ont des histoires en 3 ans de moto. C'est vrai. Donc en 100 ans de moto, là, il y en a plein que j'ai pas raconté, mais je pourrais te les raconter hors micro. Avec plaisir. Et puis on pourra refaire un enregistrement. Tu sais que j'ai une question toujours un peu rituelle qui va te paraître totalement conne, banale, comme tu veux. Mais j'ai l'habitude avec toi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit pour la moto, que ce soit dans ta vie, tout ce que tu veux? Être en forme physiquement. Parce que si tu es en forme physiquement, tu peux quand même
à ta façon, continue à faire de la moto. Moi, j'aime bien faire un peu de trial, un peu de tout-terrain, un peu de circuit. Tu vois, là, je sais que je vais aller refaire un peu mes gammes avant de reprendre mes stages de pilotage. Alors, ma femme me dit toujours, mais jusqu'à quel âge tu vas faire les stages de pilotage? Tant que je le sens. Voilà, puis j'ai des jeunes, hein, j'ai Randy de Pugnet qui encadre avec moi, Hugo de Cancelis, donc il y a du sang neuf, tu vois, mais avec Hervé Moinon, on est là, toujours, et c'est pouvoir continuer en bonne forme de faire une vie de passion et essayer d'être presque autant passionné qu'Éric de Seine. Mais pour preuve, tu parles de rouler encore. Je crois qu'il y a encore quelques années, enfin, c'est très récent, tu roulais aussi avec Cyril Neveu, plutôt en off-road. Ah ouais, ça, on peut le faire tout le temps. Hein. Ouais. Ah, ça, on en fait parce que lui, avec Cyril, il me retrouve à la campagne et on va faire du tout-terrain ensemble. Alors, donc, quand c'est roulant, tout ça, je le suis. Sauf que ce fumier-là, il a trouvé un endroit là où c'est très, très enduro. Tu vois, lui, il était champion de France enduro. Et là, c'est assez compliqué. Et à chaque fois, donc, il me lâche là-dedans. Il garde la moto, il m'attend en haut. Et moi, je galère. Toi, j'arrive 15-20 secondes après, mort. Voilà. Et c'est là où je me dis, toi, il faut que je progresse, quoi. Donc tiens, essayez de perdre le moins de temps possible dans cette montée sur Cyril Neveu. C'est ça qu'il faut me souhaiter. Ça me fait penser aussi à l'histoire que tu m'as racontée. Tu sais, je sais pas si c'était en Amérique du Sud, peut-être. Vous étiez parti rouler avec Cyril et un groupe de personnes. Oui, le mec. Un Suisse. C'est ça, un Suisse qui voit, entre guillemets, deux personnes plus âgées que lui. Et qui dit, petit vieux. Ouais, c'est ça. Et puis, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire? Bah ouais, parce que il avait le GPS, tu vois, et nous, on se dit, quand même, au début, c'est bien, comme tu as le GPS, tu passes devant. Et le type, lui, il faisait beaucoup de choses comme ça, de raids, il avait une Africa Twin. Et, meilleure moto, super moto. De location. Et nous, on avait des 800 BM, tu vois, des 800 BM un peu comme ça. Les GS, c'est ça? Ouais, voilà. Donc globalement moins bien quoi en moteur et tout et le type il nous voit, il nous dit bon alors je passe devant, donc je vais me caler, donc je regarderai et surtout vous n'hésitez pas, si je vais trop vite vous nous le dites et vous me le dites et je ralentirai machin. Avec Cyril on le regarde, on se dit bon bah ok, on lui dira et donc le mec il part. Il va pas vite, quoi. Toi, à un moment, ça nous fait chier. Et donc, j'en peux plus. Il est derrière. Il y a des voitures, des camions. Et là, je passe à droite dans la terre. T'as Cyril, il reprend à gauche comme ça. Et là, on se barre on fait 10 bornes à fond sur les routes pourries, tu vois. Et là, on s'arrête. Et après, le mec, il arrive. Il dit c'est bon, les petits vieux t'ont pas gêné. Ça va, voilà. Et après, il a compris que bon, on avait un peu plus d'expérience. Il savait pas qu'il avait un 5 fois vainqueur du Dakar. Du coup, après, on faisait. Il nous donnait des itinéraires et donc on se faisait des spéciales quoi. Avec Cyril, on attaquait. C'était ça parce que la moto c'est aussi bien quand on attaque quoi, tu vois. La balade pour la balade, bon ça va 2 minutes. Pas pour toi tout de suite quoi. Non. Là c'était bien surtout toujours pareil avec des potes. En tout cas moi ça me donne envie de venir faire un stage de pilotage parce que tu vois je me suis jamais mis à la piste. C'est vrai. Et une petite initiation, je pense que ça ferait pas de mal. Mais toi, le problème, c'est que c'est ta taille. Je sais, mon gabarit n'est pas adapté. Je sais. Mais il faut que tu prennes, faut pas prendre une 125. Ouais, faut prendre une 125. C'est ça. En tout cas, un grand merci, Philippe. Merci pour l'accueil. Merci pour nous avoir aidé à avoir mis ce setup absolument incroyable, qui est tout à fait d'origine, hein, puisque évidemment, tu manges avec tes motos dans. Bien sûr, elles sont dans mon salon. Tu fais ça tout le temps, ça me paraît assez logique. Et je les démarre. Et tu les démarres. Ouais, à l'apéro. À l'apéro. Voilà. Après l'apéro. Justement, on va prendre l'apéro là, non? On va prendre l'apéro. Allez. Merci Philippe. À bientôt. Ciao.